Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur NextGen Auto, bien évidemment pour Grand Prix, c'est votre talk 100% Formule 1 du mardi soir, parfois du lundi soir, mais ça ne devrait pas être un autre jour, rassurez-vous quand même, on va rester sur des débuts de semaine. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ce week-end pour un formidable Grand Prix de Russie. Faut le vendre, à un moment donné, il faut le vendre, parce que si voilà, il faut qu'on ait l'impression que ça va être superbe, et ça peut l'être, hein, parce que la pluie pourrait être annoncée pour ce week-end. On vous en parlera à la fin de cette émission de ce Grand Prix de Russie, bien sûr. Avant cela, on parlera des transferts avec peut-être, Guan Yu Zhou, le pilote chinois qui pourrait faire son arrivée en Formule 1. On verra un petit peu ce que ça va donner et qu'est-ce qu'il se trame encore du côté des transferts, puisqu'il reste globalement un baquet, hein, celui chez Alfa Romeo, même si les pilotes As ne sont pas encore officiellement annoncés. Ça devrait être le cas assez rapidement. Je vous rappelle que ce week-end, c'est Grand Prix de Russie. Et puis, on vous parlera également de la lutte pour le titre entre Mercedes et Red Bull. Va-t-elle coûter cher aux deux équipes en vue de 2022 ? C'est un sujet qui commence évidemment à arriver sur la table et c'est bien normal. Et les pilotes souhaitent toujours plus de développement, mais est-ce que les équipes auront les moyens de continuer tout en développant la voiture de 2022 ? On en parlera ce soir avec l'ami Manu qui est présent visuellement cette fois-ci. Il est présentable maintenant que ça fait plus d'une semaine que McLaren a gagné et tout va bien. Comment ça va, Manu ? Écoute, ça va très bien, effectivement. Je suis de nouveau étanche, donc je peux de nouveau être là. Maintenant, tout va bien. De retour en visuel pour l'émission. Et puis, effectivement, donc, pas mal de sujets sympas à aborder avant un Grand Prix de Russie qui pourrait être sympa. On se rappelle que le Grand Prix de France, on s'attendait à s'ennuyer. Finalement, c'était une très belle course. Donc, pourquoi pas à Sochi ? Ce qui est formidable, rendez-vous compte, il a testé une Tesla toute la semaine et il n'était pourtant pas étanche. C'est dangereux, mais il a resté comme ça. Voilà, la voiture était, donc ça va. La voiture était étanche, donc c'est tout ce qui comptait, bien sûr. Et puis on retrouve également, bien sûr, l'ami Franck. Comment ça va ? Salut tout le monde, bon, ça va très bien. Prêt pour une nouvelle salve de Grand Prix. Cette fois-ci, ça y est, on quitte l'Europe. On part loin, si possible. Bon, la Russie ne sera pas très très loin, mais... Voilà, c'est comme tu dis, tout peut arriver. On s'attendait à des grands prix soporifiques cette année et finalement on a une lutte exceptionnelle. Tout peut arriver sur un grand prix. Donc moi je dis que Sochi sera aussi un très bon grand prix à suivre. J'espère que Hamilton et Verstappen vont encore nous faire le spectacle. On va effectivement retrouver des grands prix. Alors, du Grand Prix espacé de 2 semaines à chaque fois, on va y aller tranquille. Et puis alors, par contre, une fois arrivé aux États-Unis, là, on va lâcher les chevaux et ça va être 2 fois 3 Grands Prix d'affilée. Ça va être encore sympa cette affaire, mais vous verrez évidemment ce que ça va donner puisqu'on arrive dans les dernières manches. Il y a 7 Grands Prix dans cette saison 2021 de Formule 1, dont un qui n'a toujours pas été annoncé, mais bon, voilà, on sait qu'il devrait avoir lieu le 21 novembre. On ne sait pas encore exactement où, mais en tout cas, on sait qu'il devrait y avoir un Grand Prix à cette date-là. Il devrait donc y avoir 22 courses cette année dans le championnat du monde de Formule 1, et donc, eh bien voilà, ça s'approche évidemment de la fin de saison. On en parlera tout à l'heure avec le Grand Prix de Russie dans le stade olympique, dans le village olympique un peu, en tout cas les installations olympiques de Sochi 2014 qui tiennent comparé à d'autres installations olympiques, ça fait plaisir bien évidemment. Mais le premier sujet dont on voulait vous parler ce soir, ça fait quelques émissions qu'on le fait bien sûr, mais évidemment un petit point transfert maintenant, voilà, on commence à y voir largement plus clair dans cette grille de Formule 1 2022 puisque eh bien voilà, il ne reste plus que les baquets As qui devraient donc être dévolus de nouveau à Nikita Mazepin et Mick Schumacher pour l'an prochain à attribuer, et surtout le dernier baquet chez Alfa Romeo. Alors on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chez Alfa Romeo au niveau des rumeurs. Au début, on était parti sur... Vous allez voir, Raikkonen et Giovinazzi, c'est sûr, ils vont rester, il n'y a pas de souci. Donc, Kimi Raikkonen prend sa retraite. Il est remplacé par Valtteri Bottas. Et puis, Antonio Giovinazzi ne semble plus trop être en odeur vraiment de sainteté, on va dire, dans l'équipe en termes de pilotage pour 2022. Après, on vous a dit, non mais... Les gars, Nick De Vries, c'est signé, il arrive, on ne sait d'où, mais ça va, il n'y a pas de souci. Et maintenant, eh bien, voilà que c'est le nom de Guan Yu Zhou, le pilote chinois de Formule 2 qui ressort pas mal. Certains nous ont aussi sorti du Stoffel Van Dorn. Là, je vous avoue que je vais garder ma réserve et je vais rester circonspect pour ne pas me faire de fausses joies. Mais donc, effectivement, Guan Yu Zhou qui... Alors... Les rumeurs annonçaient qu'il arriverait avec pas mal de valises de billets derrière lui. Ça a été un petit peu démenti aujourd'hui, notamment par Fred Vasseur, qui expliquait que c'était pas du tout le cas. C'est de la pure spéculation et de la connerie, a-t-il dit, si on est tout à fait précis quand on reprend les propos que vous pouvez retrouver évidemment sur NextGen Auto. Manu, c'est un peu l'invité surprise. Est-ce qu'on s'orienterait vraiment vers lui, ou alors est-ce qu'il peut encore nous sortir un nom du chapeau qu'on n'aurait pas forcément écouté encore ? Alors oui, parce que Vasseur a l'air vraiment d'être ouvert à toutes les opportunités possibles. Au départ, c'est vrai que c'était les pilotes en place. Après, on a eu De Vries, on a eu Pourchaire, le nom qui circule aussi évidemment.
Et là, pour la première fois quasiment, Vasseur a aussi cité Piastri en disant forcément c'est le leader de la F2, il intéresse. Ce qui est probable, c'est que de toute façon, Vasseur va attendre après le Grand Prix de Russie, puisqu'il y a encore de la F2 ce week-end. Donc, il voulait avoir 2 courses de plus, enfin deux meetings de plus, donc 6 courses de plus en F2. On va les avoir eues, puisqu'il y aura eu donc, la dernière fois à Monza et puis là à Sochi. C'est vrai que je pense qu'il a vu que Piastri était très fort et qu'il commençait à corriger ses faiblesses, qui étaient notamment la gestion pneumatique. Il a vu que Zhou était tout le week-end aux avant-postes, ce qui aide aussi. Et alors, c'est peut-être pas bon pour Théo Pourchaire, parce que finalement, effectivement, c'est peut-être que ça met en lumière le fait qu'il est un petit peu en manque d'expérience. Moi, je reste persuadé qu'il est encore jeune, il ne faut pas le précipiter trop. Si c'est pas encore le moment, ce sera pas le moment. En tout cas, Vasseur le jettera pas comme ça dans le grand bain. Et du coup, il faut peut-être s'attendre effectivement à ce qu'un Piastri aussi puisse finalement convaincre au dernier moment Vasseur, même s'il se dit effectivement que Zhou, malgré donc l'absence, en tout cas le fait que l'apport financier ne soit pas une priorité, forcément il a quand même un budget et ça aide aussi les équipes. Vasseur n'a pas non plus dit que le budget n'avait aucun intérêt, mais vraiment que c'était secondaire par rapport aux choix sportifs. Donc le mix de la performance de Zhou qui commence à être vraiment solide, parce que là sa troisième saison de F2 est vraiment quand même bonne, il n'y a pas de doute, surtout sur une saison qui est plus compliquée, avec un format de week-end qui n'aide pas les pilotes à ce que leur performance pure soit mise en valeur. Il n'y a qu'une course en fait qui se joue à la grille de départ sur la performance pure, donc c'est pas facile sur 3. Et finalement, Zhou fait quand même des bons résultats, donc ça pourrait l'aider aussi avec forcément s'il y a un apport financier, c'est encore mieux. Donc à voir. Je sais que Piastri n'a par exemple pas le même apport financier, même s'il a le soutien d'Alpine. Ouais, ils sont tous les deux des jeunes pilotes Alpine encore. Même pas, je dis officiellement, non, ce sont des jeunes pilotes Alpine. Après, voilà, à voir ce qu'il adviendrait de leur lien, évidemment, s'ils accédaient à la Formule 1 chez Alfa Romeo. Franck, il y a un point aussi, parce que beaucoup parlaient de ces fameux 30 millions qui sont donc, voilà, sans doute de la pure spéculation, comme étant, je vais dire, une obligation, puisque Kubica quitterait l'équipe et donc son sponsor se désengagerait aussi. Est-ce que peut-être les mots ici de Fred Vasseur pourraient nous faire dire que peut-être que Kubica va rester, peut-être qu'il restera troisième pilote? Est-ce que voilà, c'est encore un peu flou aussi de ce point de vue-là? Ouais, c'est effectivement très très flou. On sait que l'écurie Alfa Romeo n'est pas au budget encore cette année, au budget plafond. Elle veut l'être l'année prochaine, donc s'il y a un moyen d'avoir un bon budget supplémentaire grâce au pilote chinois, grâce à Zhou, je pense qu'il peut la saisir. Maintenant, moi, ça me fait quand même beaucoup réfléchir, parce que si effectivement il préfère un pilote chinois pour occuper le deuxième baquet, ça veut dire quand même exploiter aussi toutes les opportunités derrière. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura des liens avec Alpine, donc avec Renault? Est-ce que ça veut donc dire peut-être que dans le futur, on peut aller sur une motorisation Renault? On sait que Alpine cherche absolument à avoir une équipe pas B ou cliente, parce qu'ils n'aiment pas trop ce mot-là, mais une équipe partenaire, effectivement. Donc, si on arrive sur un Zhou, c'est pas pour une année. C'est pas pour combler un budget, c'est pas pour ce genre de choses. Donc, à mon avis, si Zhou est signé, c'est qu'il y a d'autres choses derrière, à mon avis, à attendre. Parce que sinon, s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de soutien d'Alpine, clairement, je vois pas pourquoi Vasseur ne lancerait pas Pourchaire ou Piastri, qui sont autrement plus prometteurs que Zhou, qui a quand même ça fait 3 ans qu'il est dans l'Alpine Academy, ça fait quand même quelques années qu'il est en Formule 2. Et donc, du coup, voilà. Et je pense que derrière un contrat pour Zhou, il y a d'autres choses, effectivement, à discerner. Moi, je serais Vasseur, effectivement, j'attendrai la fin de la course de Sochi, voilà, voir les résultats des 3 courses. Et je me dis que si Pourchaire n'est pas lancé l'année prochaine, ça sera quand même dur de le lancer après, parce que Bottas a quand même signé pour plusieurs années. Et s'il prend un autre jeune pilote, la voie est un peu bouchée pour Pourchaire. Et c'est pas Alfa Romeo qui ira caser un pilote dans une autre écurie. Alfa Romeo est plutôt du genre à caser des pilotes chez eux qu'à en caser ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse réflexion qui est en cours actuellement chez Sauber Motorsports, donc du côté d'Inuil, pour savoir quoi faire. Donc toutes les cartes en main sont encore sur la table. Je pense qu'il n'y a rien qui est fait. Ça doit négocier un petit peu du côté politique. Il ne faut pas oublier non plus que Alpine c'est le groupe Renault, alors que Alfa Romeo c'est le groupe Stellantis. Donc c'est aussi 2 groupes concurrents. Donc voilà, aussi voir comment ça peut jouer de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment compliqué. Là où on peut être à peu près sûr, c'est que Nick De Vries, à mon avis, il a loupé sa chance. Il a l'air quand même de l'avoir plus ou moins admis. C'est qu'on ne devrait pas le voir l'année prochaine chez Alfa Romeo, parce que avec les liens avec Mercedes, avec
avec tout ça, effectivement, c'est un petit peu, voilà, ce serait un petit peu ambitieux pour lui de viser ce baquet-là en tant que favori. Voilà, maintenant j'attends de voir effectivement le développement de cette histoire parce que c'est très intéressant. Vasseur a une multitude d'options devant lui et j'attends de voir laquelle il va choisir. C'est vrai que le pauvre Nick De Vries, on l'avait mis comme favori pour un baquet Williams, ça lui est passé sous le nez. Favori pour le baquet Alfa Romeo, ça semble pouvoir lui passer sous le nez. Tout ça aussi pour vous dire que ça ne reste que des rumeurs, on ne fait que commenter les bruits de paddock, mais il n'y a rien évidemment qui est garanti et tout peut changer très vite. Il suffit qu'à un moment donné, les discussions, ça se trouve, effectivement, Zhou, enfin, ça peut être Guan Yu Zhou, ça, voilà, parce que ça parle beaucoup de prononciation dans le chat. Ça ne parle que de ça d'ailleurs dans le chat, ça ne parle que de la prononciation. Moi, j'ai pas fait chinois deuxième langue, donc désolé, je ne sais pas, je dirais Guan Yu Zhou, voilà, parce que j'ai marqué Zhou sur mon écran, ce sera beaucoup plus simple. On attendra qu'il nous explique, s'il vient en Formule 1, il nous expliquera évidemment comment on prononce précisément. Mais voilà, il est peut-être à ça de signer, et puis en fait, quelque chose va capoter dans la semaine. Voilà, tout est aussi possible de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que remettre le nom de Piastri sur la table, comme l'a fait Frédéric Vasseur, ça montre peut-être aussi comme tu le disais, Franck, une volonté de Renault et d'Alpine de s'impliquer là-dedans. Donc, effectivement, est-ce que ce ne serait pas, Manu, à ce moment-là, Alpine qui aurait le dernier mot en choisissant quel pilote ils vont caser? Parce que Zhou, ça fait plusieurs années qu'il est en F2 aussi. Ouais, c'est ça en fait. Et en plus, Alpine avait clairement dit que Zhou, s'il ne montrait pas des progrès suffisants cette année et s'il n'avait pas sa chance en F1 l'an prochain, y compris en la méritant, il quitterait l'Alpine Academy. Donc lui, c'est vraiment qui tout double. Si là, cette année, ça ne se concrétise pas avec Alpha, derrière, je pense que son rêve de F1 est terminé. Je pense que ça va être un week-end sous pression pour les pilotes de F2, notamment pour les trois que sont Piastri, Zhou et puis Pourchaire, qui savent qu'ils sont quand même liés à un baquet en F1 l'an prochain et qui vont devoir faire le maximum. Voir aussi, du coup, je pense que Vasseur est intéressé de savoir lequel va résister le mieux à cette pression. Mais je pense effectivement que Alpine aussi va scruter ça de très près en regardant lequel des deux va le mieux s'en sortir et puis va le plus faire son week-end indépendamment de la pression qu'il y a autour d'eux. En fait, je pense qu'ils veulent voir aussi si Piastri notamment, qui était un F3 l'an dernier, donc qui est en train de gravir les échelons vraiment très vite, a déjà suffisamment la carrure, on va dire, pour aller en F1. Encore une fois, c'est la même progression que Tsunoda, c'est-à-dire que Tsunoda était très bon aussi, alors peut-être pas aussi bon que Piastri, mais il était très bon en F2 quand même, très rapide en tout cas. Et pourtant, on voit que la progression F3, F2, F1 en 2 ans, c'est très compliqué. Alors c'est sûr que Russell l'a fait, Leclerc l'a fait, mais ce sont des pilotes qui ont été quand même vraiment, qui pour moi sont vraiment un niveau au-dessus. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est des pilotes, la F1 serait jamais passée à côté en fait. Et je pense que pour des Piastri, des Zhou, des Pourchaire, il n'y a peut-être pas ce côté aussi facile, aussi évident en tout cas. Et je pense qu'effectivement Alpine va sûrement en tout cas conseiller à Vasseur l'un ou l'autre des pilotes. Après, à voir si vraiment Zhou a des sponsors à lui en plus de l'argent que peut apporter Alpine à Alfa Romeo, en tout cas sur un accord dans ce genre. Mais là où je serais surpris, s'il avait des sponsors, enfin, bon, il les a peut-être obtenus sur la dernière année, mais on va pas se le cacher, avec la possibilité d'être le premier pilote chinois en Formule 1, il semblerait que ces sponsors, ils les aident depuis plusieurs... Enfin, je pense qu'ils devraient les avoir depuis pas mal d'années, donc pourquoi, en fait, selon vous, il n'aurait pas eu cette chance en F1 plus tôt? Parce qu'il a une cote qui n'était pas non plus très mauvaise sur les années précédentes. Oui. Les sponsors sont peut-être pas super, c'est peut-être pas des gros sponsors non plus, c'est peut-être pas à hauteur de Mazepin ou ce genre de choses. Et du coup, ce sera juste un plus sur ce qu'il montre. En fait, encore une fois, on en revient au fait que le sportif passe avant et que ce sera le plus si jamais il n'y a pas de possibilité de départager sportivement les deux pilotes. Moi, je vois comme ça en tout cas. Moi, je suis prêt à vous parier qu'il y a une histoire aussi de contrat entre Alfa Romeo et Sauber qui reste un peu en travers de la gorge de Vasseur, puisque c'est un contrat qui a été signé d'un an en un an, donc renouvelable par tacite reconduction. Et je suis prêt à vous parier que si Sauber a moyen d'avoir quelque chose de meilleur ailleurs avec Alpine, ils seront prêts à jeter cet accord avec Alfa Romeo, quitte à se rappeler Sauber de nouveau à partir de 2023. Et en fait, c'est juste préparer le terrain à l'arrivée de Renault en tant que motoriste en 2023. Je ne vois que ça. Honnêtement, je ne vois que ça. Avec les 30 millions d'euros, entre guillemets, de sponsors, en fait, pour moi, c'est Alpine. C'est Alpine derrière qui est prêt à mettre l'argent pour que son pilote, qui resterait dans son académie, avec les couleurs Renault, alors peut-être pas en 2022, effectivement, parce qu'il y a un moteur Ferrari encore dans le dos de l'Alfa Romeo. Mais voilà, je pense qu'effectivement, Sauber se retrouve de nouveau en position de force parce qu'Alfa Romeo n'a pas voulu s'engager sur du ferme pendant plusieurs années.
Donc du coup, ça laisse, à mon avis, à Frédéric Vasseur toute latitude pour trouver d'autres options pour 2023 pour sécuriser encore plus l'avenir de Sauber Motorsport. Et on rappelle que Fred Vasseur était chez Renault à l'époque également. Quand ils sont revenus en Formule 1, c'était lui le team principal. Donc évidemment, il y a des liens aussi qui existent, même si depuis on a fait place nette très clairement dans le groupe. Voilà, il y a certainement aussi des liens bien sûr qui existent encore et qui pourraient expliquer un certain rapprochement, Manu. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Franck, je pense effectivement que si c'est Alpine qui apporte les 20, 30, je sais pas combien de millions qu'ils vont apporter, effectivement, le choix leur reviendra puisqu'ils vont dire, non, nous, on pousse Piastri ou on pousse Zhou. Et je pense que du coup, ça dépendra vraiment uniquement de savoir si Piastri est prêt. Après, oui, de toute façon, Vasseur connaît les gens là-bas. Donc, même si l'organigramme a beaucoup changé chez Alpine, anciennement Renault, il connaît quand même des gens. Et il a, comme tu dis, encore ses entrées. Et puis, de toute façon, je pense pas qu'il y ait un dirigeant de F1 qui soit pas prêt à discuter avec Vasseur. C'est quand même un mec qui sait vraiment où il va, qui a une vision très claire des choses et qui ne reniera pas une bonne opportunité si elle se présente. Et Alpine a besoin d'une écurie client, on le sait. Alors lui, il nous a dit, quand on l'a interviewé sur Next Gen Auto, que de toute façon, il ne voyait pas de changement de motoriste avant 3 ans, minimum 2025. Maintenant, les choses évoluent en F1. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ça sera peut-être plus l'année prochaine. Parce que oui, en 2022, ils auront toujours le moteur Ferrari et les couleurs Alpha. Mais ça peut faire comme ça avait fait en 2010, où finalement, ils avaient encore le nom BMW, le moteur Ferrari, des pilotes un peu en transition. Et puis, en fait, l'année suivante, ils ont amené Pérez, ils ont changé de nom, etc. Donc, ça peut être une année de transition pour l'équipe aussi. En sachant que le cœur de cette transition, ce sera Bottas, qui, lui, de toute façon, est là pour plusieurs années et qui va devoir tenir l'équipe à bout de bras s'il faut. Vasseur est là aussi pour plusieurs années. Donc, de toute façon... ce sera au moins une sécurité pour Alpha de se dire, voilà, on a ce fonctionnement-là. Après, Alfa Romeo, c'est con, mais ils n'apportent pas grand-chose, en fait. À part les couleurs et l'argent, ils apportent pas d'expertise technique. Donc, l'expertise technique, c'est Sauber, et c'est pour ça que la voiture, c'est marqué Sauber Engineer dessus. C'est pas marqué Alfa Romeo. Donc, il y a quand même cette liberté-là du côté de Sauber, en fait, de dire... comme tu disais Franck, si jamais à la fin de l'année ça les a gavés et qu'en fait ils n'ont pas envie de repartir sur un contrat avec Alpha, a priori de ce qu'on en sait, il peut être unilatéralement arrêté par n'importe quand ce contrat, donc ça peut aller vite. Vas-y Franck, vas-y. Ouais, je veux juste rajouter quelque chose par rapport au moteur, effectivement, c'est juste un petit rappel pour les non-initiés, c'est qu'un moteur de F1 hybride aujourd'hui, il doit respecter quand même des normes d'ancrage sur le châssis qui sont les mêmes entre tous les motoristes, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de switcher de moteur, de passer d'un moteur comme McLaren est passé du moteur Honda au moteur Mercedes. C'est beaucoup plus facile du Renault, du Honda au Renault, Mercedes. Parce que les points d'ancrage au châssis sont les mêmes. Tout ce qui peut effectivement être à modifier, c'est la partie refroidissement. Voilà. Après le parti train arrière, ce genre de choses. Aussi, mais voilà, ce qui faisait la difficulté de l'époque, effectivement, c'est quand les moteurs étaient très différents et qu'effectivement là, il fallait vraiment reconstruire tout un châssis différent. Ce n'est plus le cas. Donc voilà. Donc les propos de Vasseur en disant on veut garder les moteurs jusqu'en 2025, moi je les prends toujours avec la petite pincette d'usage. De toute façon, on l'a vu avec McLaren cette année, effectivement, ils ont gardé exactement le même châssis et changé de moteur. Donc oui, moi je pense que c'est pas impossible, effectivement, qu'ils changent dès 2023. Après, du coup, dans cette situation, parce que moi, ce que je vois venir un petit peu malheureusement gros comme une maison, c'est qu'on a un dindon de la farce, c'est souvent le cas en Formule 1 de toute façon, et qui s'appelle potentiellement Théo Pourchaire. Alors bien sûr, il est encore très jeune, ça, il n'y a pas de souci, mais évidemment, Frédéric Vasseur compte beaucoup sur lui pour l'avenir. Maintenant, la situation, imaginons, elle se présente comme ça. Valtteri Bottas est là pour mener l'équipe, c'est lui qui va être le pilote principal de l'équipe pendant 2-3 ans, au minimum. Donc, du coup, il y a déjà un baquet qui est bloqué jusqu'en 2025, quasiment, avec Valtteri Bottas. Si il y a ce rapprochement avec Alpine, qui lui aussi mise sur l'avenir, on peut se douter, c'est le cas maintenant dans toutes les équipes quasiment motorisées avec des liens plus forts, il y a un baquet qui, de toute façon, serait certainement dévolu à Alpine, et ce serait le cas ici avec Guan Yu Zhou ou avec Oscar Piastri. Du coup, Théo Pourchaire, évidemment, il faut le laisser faire son apprentissage, mais il le ferait où, son apprentissage, maintenant ? Parce que deuxième saison de F2, ça semble évidemment acquis. S'il est champion F2, il ne peut plus y retourner, par exemple, l'an prochain. Donc, comment on pourrait gérer ce dilemme, à votre avis, chez Sauber ? Ça va être difficile, parce que si, en plus, on a un Guan Yu Zhou face à Bottas, on peut logiquement supposer que Bottas devrait en sortir facilement vainqueur. Donc, il n'y aurait aucune raison de faire sauter Bottas au bout d'une année. Si maintenant vous mettez un Piastri face à Bottas et que Piastri commence effectivement à titiller Bottas de manière assez sérieuse au bout de
6 mois, je pense que du côté de Vasseur, on commencera à se poser des questions. Donc du coup, peut-être effectivement Théo Pourchère pourrait re-rentrer en ligne de compte au bout d'1 an ou 2 ans, quitte à le faire attendre un petit peu en mettant en réserviste, lui faire des livres 1. N'oublie pas qu'il y a une règle qui est en train d'arriver pour la F1 2022 où les équipes seront obligées de faire rouler des jeunes pilotes en libre 1. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça permettrait effectivement de patienter, on va dire, 2 ans maximum. Après, effectivement, Pourchère n'attendra pas non plus 3 ans. Donc, je pense qu'une année de F2 en plus une année en tant que réserviste, c'est ce qu'on peut imaginer de mieux pour lui si c'est pas lui qui décroche le paquet l'année prochaine. Après, la 3e année, effectivement, s'il n'est pas là, il sera peut-être temps pour lui de voir avec son boss, voir s'il peut pas être libéré ou aller ailleurs, quoi. Effectivement, vas-y Manu. Non, c'est ça, moi je pense qu'effectivement, si Vasseur a l'air quand même de vouloir absolument que Pourchère ait une carrière en F1, alors évidemment, pour l'instant, le discours, ce sera avec nous, mais le jour où, s'ils engagent Piastri et que chez Alpine, il n'y a pas de... Parce que bon, c'est pareil, s'ils engagent Piastri l'an prochain et qu'une place se libère chez Alpine l'année d'après, Piastri peut être rapatrié par Alpine aux côtés d'Ocon. Maintenant, si c'est pas le cas, effectivement, ça peut aussi passer par libérer le contrat de Pourchère avec la Sauber Academy, en fait. La Sauber Academy, malheureusement, n'a pas vocation à être une académie qui prend vraiment beaucoup d'initiatives. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas Sauber qui va le placer quelque part, en fait. Donc, eux, ils le forment, ils misent sur lui, sur l'avenir, mais si finalement il y a un rapprochement avec Alpine qui se réfléchit, ou simplement qui juge Pourchère pas assez près, et que derrière, le pilote qui est choisi à sa place fait le taf, c'est sûr qu'entre guillemets, il faudra accepter, un peu comme ont dû le faire certaines grandes académies. Je pense à Mercedes avec Ocon, de dire voilà, là pour l'instant on n'a pas de place pour lui, donc on le laisse aller ailleurs, quoi. C'est la possibilité, parce que Greg Rollins nous dit pas sûr non plus qu'Alonso continue en 2023 pour essayer une place pour Piastri. Ça va dépendre évidemment du niveau de l'Alpine 2022, mais pas se le cacher, si la voiture est bonne, il va rester jusqu'à 52 ans s'il faut Alonso pour essayer de l'avoir, ce 3e titre, quoi. C'est normal. Donc je pense quand même que l'horizon là pour les pilotes de l'Académie Alpine est assez complexe. Effectivement, s'il y a cette possibilité de nouer un partenariat avec ce qui est maintenant Alfa Romeo, qui est en fait Sauber, hein, on va utiliser le nom de l'équipe suisse aussi pour que ce soit plus clair aussi pour l'avenir, ça peut être une bonne chose. On rappelle bien sûr que chez Sauber, on sait aussi que c'est Haas maintenant qui est passé devant en termes de chouchou entre guillemets de Ferrari, en tant que vraiment écurie partenaire. Donc voilà, c'est très bien qu'ils aient réussi à se sortir du carcan de Ferrari qui impose un pilote, puisque de toute façon Ferrari n'offre plus vraiment autant d'aide technique que ce qu'ils peuvent faire avec Haas, donc il n'y aurait pas d'utilité évidemment de continuer avec cela. Donc bien sûr, voilà, si un accord avec Alpine se met, moi je vous dis, j'avoue que pour Théo Pourchère, ça m'inquiète un petit peu parce que l'horizon se bouge très vite, les contrats sont à assez longue durée quand même ici, on veut assurer évidemment les premières années de nouveaux règlements. Voilà, ça me paraît, ça me paraît difficile, comme vous le dites, effectivement, avec une académie qui est pas très grande. Ils ont un pilote, la Sauber Academy, maintenant réellement, c'était au Pourchère de toute façon. Donc voilà, il y avait les voitures en F2 il y a 2 ans, et notamment Ronaldo Correa, mais c'était pas une académie en tant que telle. Donc voilà, je suis un petit peu circonspect peut-être pour le français. Manu, tu réfléchis, j'ai l'impression. Non, après je disais, c'est con, mais ce sera à lui de montrer qu'il est indispensable à la F1 d'une manière ou d'une autre, un peu comme on parlait de Russell et Leclerc tout à l'heure. C'est des pilotes comme ça sont aussi capables de montrer, voilà, je mérite ma place et je serai un atout pour une équipe. Et malheureusement, alors j'espère pour lui qu'il va y arriver, s'il n'y arrive pas et qu'il passe à côté de la F1, et on pourra aussi se dire que peut-être c'était juste, alors, pas de bol sur le timing, parce qu'il y a des fois des pilotes qui arrivent mieux avec un bon timing ou des bons soutiens, etc. Mais il y a aussi le fait, malgré tout, malgré ce qu'on dit beaucoup en ce moment, que la F1 n'a pas assez de place, qu'il y a beaucoup de pilotes payants, moi je trouve que c'est assez faux. Il y a beaucoup de pilotes qui sont au talent. Aujourd'hui, des vrais pilotes payants qui n'ont pas le niveau. Je ne fais même pas rentrer Stroll et Latifi dans cette catégorie. Donc, des places qui sont prises par des gens qui n'ont pas leur place en F1, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui veut dire que. Il y en a c'était une. le seul auquel je pense. C'était le seul auquel je pense, en fait. Parce que pour moi, Latifi est en train vraiment de changer de catégorie de pilote. Stroll aussi a déjà changé. Donc, je pense que si Pourchère montre, même en 2e année, un peu comme Schumacher l'avait fait en dernier, en disant voilà, la 2e année est hyper solide, il trouvera une place, quitte à se faire mettre de côté par Alpha par Sauber pour que quelqu'un le récupère, mais après il y aura toujours une équipe qui voudra de lui à ce moment-là, donc à lui de montrer qu'il est indispensable, un peu comme Piastri est en train de le faire en fait en faisant une première saison hyper solide, quoi. Je pense que je plaisante un peu sur Mazepin parce que même lui il a le niveau, il est quand même quasiment dans les temps de Schumacher aussi, de Mick Schumacher, et voilà, il y a aucun pilote qui est ridicule aujourd'hui en F1.
C'est pas comme dans les années 90, effectivement, des pilotes payants voilà, qui pouvaient être à plusieurs secondes de leurs équipiers. C'est plus vraiment le cas. Donc, heureusement, la Formule 1 s'est beaucoup bonifiée de ce côté-là. Moi, pour Théo Pourchaire, effectivement, si ça passe pas tout de suite, il a sa super licence, je crois. Hein. Oui, il est en passe de l'avoir. Il l'aura en fin de saison, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut qu'il finisse 9e au championnat pour l'avoir. C'est ça, donc il y a pas de. Ça sera même pas un critère pour le choix, en fait, dès le mois d'octobre, quoi, pour Vasseur. En fait, je voudrais pas être dans la peau de Frédéric Vasseur, là, en ce moment, parce que il y a tellement de choix possibles. Alors, si on parle juste du talent des pilotes, pour moi, il est clair, et c'était aussi dans le chat, que Piastri et Pourchaire sont largement, ou au moins devant Zhou, sans aucun souci, parce que Zhou, il a quand même mis du temps pour arriver à ce niveau-là, être un peu plus constant, être dans les bons temps. Donc je pense que le potentiel du côté de Piastri et de Pourchaire est largement supérieur pour le futur. Maintenant, voilà, on sait comment fonctionne la Formule 1, c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de politique aussi derrière, politique économique. Donc si Alpine veut absolument promouvoir son pilote chinois et que derrière l'argent est mis sur la table pour ça, ils le feront. Reste à savoir, voilà, ça veut dire qu'aussi que Vasseur va devoir avaler une couleuvre aussi, quoi. C'est-à-dire que si on lui dit t'as pas trop le choix, tu es obligé de prendre Zhou alors que tu aurais préféré avoir mettre Pourchaire ou Piastri, ça sera aussi quelque chose à débattre, quoi. Mais pour moi, si Zhou l'emporte sur les deux là, c'est qu'il y aura des accords effectivement à démêler derrière. Voilà. Après, rappelons aussi qu'il y a Antonio Giovinazzi qui est toujours en lice pour son propre baquet. Ah oui. J'ai un peu. Après, il faudrait peut-être que Giovinazzi arrête de faire des bêtises en course, et là, il serait pas dans cette situation-là, mais voilà, il y a évidemment toute situation en course. En tout cas, c'est ce que Fred Vasseur a dit. C'est vrai que par contre, là où je suis d'accord avec toi, Franck, c'est qu'effectivement, je vois difficilement Vasseur s'être séparé de l'obligation d'embaucher un pilote chez Ferrari pour en récupérer la même obligation chez un partenaire qui n'est même pas encore un partenaire motoriste, en fait. Donc, c'est vrai que si c'est lui qui doit choisir, peut-être que Piastri l'emportera, et le fait que Piastri arrive justement dans l'équation ces derniers jours n'est sûrement pas étrangère à cette situation. Il y a au week-end de Monza où il a été très bon, et finalement peut-être que ce sera un profil qui lui plaira plus. Maintenant qu'il a un profil très expérimenté à côté, c'est pareil, je pense que ça aussi ça a vachement joué sur la dynamique, c'est qu'il ne savait pas qui serait l'équipier au moment où on parlait de De Vries, ça pouvait être Albon, des pilotes qui n'étaient pas forcément très expérimentés. Et là, aujourd'hui, il se rend compte qu'il a un pilier qui est hyper expérimenté. Bottas a un vrai bagage technique en F1. Il connaît les top teams. Il sait comment on fait fonctionner une équipe. Il sait être leader d'une équipe. Il a déjà été. Donc, c'est vraiment le pilote qu'il lui fallait. Et peut-être justement que ça le fait réfléchir en se disant, à côté, je vais mettre un pilote qui ne connaît pas la F1, mais que je vais pouvoir lancer et développer. Donc, ce sera pour Cher ou Piastri. Et qu'un profil à la Zhou, qui est un peu le même profil que De Vries, en fait, le pilote qui a mis du temps à devenir champion, ou en tout cas à viser le titre en F2, n'est pas ce qu'il recherche. Donc effectivement, peut-être que là, le changement de dynamique ces derniers temps avec la signature de Bottas et des grosses perfs de Piastri ne joue pas non plus en la faveur de Zhou, et que Piastri va peut-être justement avoir le dernier mot selon son week-end de Sochi aussi. Je pense que ça va jouer. Il n'attendra pas de toute façon les 2 derniers week-ends, parce qu'après la F2 fait une pause jusqu'à Jeddah, puis Abu Dhabi, et donc je pense pas que Vasseur attendra fin novembre ou début décembre pour établir son choix. Donc on en saura à mon avis un peu plus courant octobre, je dirais. Ouais, il serait temps effectivement d'avoir les paquets complets, même si on rappelle, on peut toujours évidemment signer des pilotes jusqu'à 3 jours avant les premiers essais, ça c'est déjà vu, mais là quand même avec des toutes nouvelles voitures, ce serait bien de pouvoir aussi débuter, ne serait-ce que le travail sur simulateur, c'est important aussi pour pouvoir avoir les 2 pilotes, parce qu'ils savent aussi du coup que Bottas, réalistiquement, sauf si Mercedes décide de la jouer sympathique, il pourrait pas aller dans le simulateur avant janvier 2022. Parce que ça aussi c'est évidemment à prendre en compte. On a déjà vu les pilotes se faire libérer de leur contrat comme ça, mais je pense que on est dans cette situation. À mon avis, tout le monde se méfie de tout le monde maintenant, puisqu'on va être sur un changement. Adrien Newey qui disait le plus grand changement de règlement depuis 82. Rendez-vous compte, là on nous parle vraiment d'une toute nouvelle révolution dans la Formule 1. Imaginez si Mercedes laisse Valtteri Bottas filer en fin d'année en guise de cadeau, et puis que finalement c'est l'Alfa Romeo la meilleure voiture l'an prochain, ça risquerait de faire grincer quelques dents. Donc on va voir évidemment ce que ça donnera, bien sûr. Il y a un monsieur qui nous dit pensons à Jules Bianchi à sa signature chez Marussia au détriment de Luis Radia. Ça c'était ça c'est parce que Luis Radia ses sponsors ils ont fait non c'est bon la nouvelle Formule 1. Et c'est aussi parce que Luis Razian avait comme atout que ses sponsors. Faut pas non plus là, lui, par contre, lui, c'était terrible. Là, c'était. Oui, parce que ne comparons pas Guan Yu Zhou à Luis Radia quand même, qui est. Non.
Ça aurait été terrible. Hein, ça... Il y a niveau et niveau quand même. Ouais, non, au moins, Guanyuso, il a remporté des courses. C'est ça, les équipes de 2010, c'est arrivé avec des pilotes, des noms qui étaient pas vraiment des pilotes méritants. Je pense à Roberto Meri qui a fait quand même qui est le seul à avoir fait le chemin F1, F2, F3 dans cet ordre-là. Donc, en tout cas, ce sera pas Lucas Di Grassi qui a signé donc en DTM. Hein. Ouais, Lucas Di Grassi qui fera le DTM en fin d'année. Et puis en Formule 1 chez Venturi, donc malheureusement, ce sera pas lui. Je suis très déçu. Je suis très déçu. On aurait pu mettre rendez-vous compte. Vasseur était dépité. C'est pour ça que Vasseur commence à donner d'autres noms, parce qu'en fait, il attendait tellement de Di Grassi qu'il ne sait plus quoi faire maintenant. Si j'ai bien compris, maintenant, Di Grassi a inventé le DTM, c'est ça? Exactement. Moi, je ne comprends toujours pas son choix, parce que c'est une voiture thermique, donc je ne comprends pas pourquoi il va aller faire la promotion de ce sport qui pollue. C'est parce qu'en parallèle, il fait ses trottinettes électriques, et puis du coup, ça va bien. Oui, alors ça c'est terrible, ça d'ailleurs. Les trottinettes électriques qui sont réservées, je l'ai appris, réservées aux sportifs professionnels. Comment tuer dans l'œuf mes espoirs de devenir une star de championnat de trottinette électrique? Je suis absolument. Tu pourras pas monter ton équipe Racing Café. Exactement, non, c'est absolument. La Di Grassi Trottinette F1 Team, voilà. Ah non, mais ça c'est incroyable. On rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, les fameuses reconversions de pilotes de F1. Donc vous avez Robert Donbos qui maintenant fabrique des sextoys et Lucas Di Grassi qui a fondé un championnat de trottinette électrique. Écoutez, voilà, chacun s'occupe comme il peut, bien évidemment. En tout cas, ces transferts, on va de toute façon encore en parler dans les prochaines éditions de Grand Prix, mais on va commencer tout doucement à y voir plus clair. Et voilà, on va pouvoir commencer à saliver un petit peu sur le plateau 2022 qui sera, ma foi, de fort bel acabit, et on aura, à mon avis, encore une fois, de quoi bien s'amuser l'année prochaine. Mais avant de penser à l'année prochaine, il va falloir faire comme notamment les équipes de pointe actuellement et toujours penser un petit peu à cette... franchement, je la trouve excellente. Là, elle est superbe, celle-là. Je suis à ça de m'embrasser les biceps, c'est merveilleux. mais il est temps, comme pour Red Bull et Mercedes, de toujours penser à cette année, parce qu'on arrive maintenant à ce dilemme un petit peu pour ces équipes, hein. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé aussi avant le début de saison. Alors, je pense que dans les deux cas, et Red Bull et Mercedes espéraient que la saison soit un petit peu moins serrée, bien sûr, parce que voilà, ça aurait permis de beaucoup plus facilement gérer les ressources, mais il va certainement falloir se battre jusqu'au bout pour ce titre de champion du monde, que ce soit le titre des pilotes ou que ce soit le titre des constructeurs, bien sûr, des deux côtés. Et Yann Monchot, directeur technique d'Alfa Romeo Racing, d'ailleurs, il s'est un petit peu... Il s'est exprimé récemment, il a expliqué globalement que ça risque de coûter cher, ces développements de fin d'année, parce que de toute façon, il y a des problèmes. En tout cas, il y a un timing de soufflerie à respecter, c'est-à-dire que depuis l'introduction des budgets capés, on a également mis en place un système où les équipes les moins bien classées au championnat du monde bénéficient l'année suivante de plus de temps en soufflerie, et donc on retire un petit peu de ce temps aux écuries de pointe. Et du coup, ici, Red Bull et Mercedes sont déjà dans le cas où ils ont moins notamment de temps en soufflerie, par exemple, que Williams. Ils doivent aussi prendre en compte le fait de mettre de temps en temps la voiture 2021 pour essayer d'aller faire des développements. Donc est-ce que, Franck, tu penses, toi, que on pourrait être dans cette situation avec, comme l'a dit Reneway, peut-être un très grand changement de règlement, où Red Bull et Mercedes se retrouveraient un petit peu en difficulté la saison prochaine parce qu'ils vont devoir continuer de développer pour aller chercher un titre cette année? J'ai un peu de mal à imaginer. Alors, j'ai beaucoup moins de mal à imaginer que Red Bull va mettre le paquet pour avoir ce titre, parce que ça peut être le premier depuis longtemps, et ils le sentent à portée de main. Puis il y a Honda derrière aussi qui pousse. Honda quitte officiellement la F1 cette année, donc je pense que de ce côté-là, on va essayer vraiment d'aller gratter les fonds de tiroir, d'aller faire tout ce qu'on peut pour aller faire quelques développements supplémentaires. J'ai du mal à imaginer avec l'organisation de Mercedes, qui a certes souffert quand même de beaucoup de licenciements, puisqu'ils ont dû se mettre presque divisé par pas plus de 2, presque 3 leur budget, donc du coup aussi pas mal de leurs ressources humaines, aller sur le même type de sacrifice, on va dire. Toto Wolff, Chauvelin, Mike Elliott, tout ça, ils ont vraiment été extrêmement clairs, c'est que 2022 reste la priorité pour l'équipe. Maintenant, il y a ce que dit Mercedes en public et ce que fait Mercedes derrière. Helmut Marko, par exemple, ne croit absolument pas que Mercedes lève le pied sur les développements et s'attend à avoir des nouvelles pièces pour les derniers Grands Prix. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec Helmut Marko pour le coup. C'est assez rare. Je n'imagine pas Mercedes ne rien sortir sur la fin d'année. Il y a peut-être des moyens effectivement de contourner un petit peu ces restrictions de soufflerie, en se disant que voilà, on fait peut-être un peu plus confiance à l'informatique pour le coup, en
sautant quelques étapes de validation et en essayant de produire quelques pièces, voilà, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, et en les testant. Voilà, au pire, ça marche pas. Au mieux, effectivement, on trouve des gains. Je les vois pas effectivement comme tu dis, Michael, abandonner tous les deux leur voiture pour totalement sur la fin de saison. Évidemment, et publiquement, ils vont pas dire nous on arrête ou nous on continue parce que voilà, c'est le titre qui est en jeu derrière, donc c'est vraiment du bluff. C'est qu'une partie de bluff de ce côté-là. Maintenant, voilà, je pense que ça coûtera plus cher à Red Bull qu'à Mercedes pour répondre à la question posée. Ça, c'est mon avis. Et toi, Manu? Ouais, moi je pense que Red Bull va vraiment tout donner. Alors, parce qu'eux, en plus, ils ont quand même l'avantage d'avoir AlphaTauri qui peut travailler sur des développements, même si c'est officiellement interdit. Il y a quand même des vases communicants entre les deux équipes. Et je pense qu'effectivement, ils ont plus de titre depuis 2013. Le titre de Verstappen est très attendu quand même, parce que ça fait maintenant depuis 2016 qu'il est dans l'équipe, 2015 qu'il est dans la F1, donc ça fait quand même de nombreuses saisons. Et il a déjà raté la possibilité d'être le plus jeune champion du monde. Je pense que Red Bull, quoi qu'ils en disent, c'était un peu l'objectif dès le départ. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont besoin de ce titre à tout prix. Et justement, à tout prix, contrairement à Mercedes, qui eux vont, à un moment ou à un autre, arrêter les frais. Alors après, comme tu dis, Franck, il y a toujours ce que dit Mercedes et ce que fait Mercedes. Mais dès le départ, on a vu un discours plus mesuré chez Mercedes, disant voilà, nous, on veut penser à 2022, on ne veut pas développer à tout prix. Ils ont même bluffé sur le fait qu'ils allaient ne plus jamais apporter d'évolution. Mais je pense qu'il y a quand même ce besoin chez Red Bull d'aller plus loin. Et en fait, je crois qu'il n'y avait aucune des deux équipes qui s'attendait à ce que ce soit à ce point-là un casse-tête, parce qu'on a vu des tendances qui sont... on a vu des tendances, genre, je dirais, après le premier tiers de la saison, au moment où Verstappen a enchaîné ses victoires, on pensait vraiment que c'était fini pour Mercedes. Derrière, Hamilton est revenu, il a repris quasiment 40 points de Grand Prix. Et là, du coup, on s'est dit ça va être compliqué pour Verstappen. Et finalement, on voit que la tendance a encore évolué. Et effectivement, maintenant, il n'y a rien qui semble dire que le titre ne va pas se jouer à Abu Dhabi, sauf vraiment un enchaînement de cataclysmes pour l'un ou l'autre. Donc, je pense que les équipes vont devoir faire des choix. Et je crois que ça va jouer un peu un poker menteur aussi. Peut-être que Red Bull va beaucoup dire qu'ils développent pour cette année, alors qu'ils vont commencer à ralentir. Et peut-être pour voir ce que fait Mercedes. Et malgré tout, je pense que Red Bull a un petit avantage technique. La voiture, elle me paraît un peu meilleure et un peu plus versatile que la Mercedes, qui a vraiment des circuits qui lui vont pas du tout. Et j'ai tendance à penser que ça va jouer aussi pour que Red Bull limite la casse. Enfin, limite en tout cas les dépenses. Mais oui, je les vois quand même de toute façon s'acharner plus longtemps et aller plus loin que Mercedes, quitte à ce qu'il y ait une des deux équipes qui aille au bout, quoi. On avait Ismema dans le chat qui nous demandait pouvez-vous vous dire quels sont les circuits Red Bull et les circuits Mercedes? Ah bah si c'était aussi facile la Formule 1, ma bonne dame, on vous l'aurait fait, mais c'est compliqué. Ouais. En fait, ça aurait été l'an dernier, je t'aurais dit à Mexico pour Red Bull et les autres pour Mercedes. Cette année, c'est trop compliqué. Il y a eu beaucoup de circuits qu'on croyait intouchables. Tu vois, le Paul Ricard, moi je pensais pas que Red Bull gagnerait, ils ont gagné dessus. Monza aussi, final, où Verstappen fait. Monza, où Verstappen se retrouve devant. C'est ça. Je m'y attendais pas. Et là, ça va être le vrai test ce week-end, parce qu'on va sur un circuit où Mercedes n'a jamais perdu. Depuis 2014, en fait, depuis le début de l'ère hybride, Mercedes n'a jamais été battu à Sochi, y compris par Ferrari en 2019, alors que la Scuderia était très rapide cette année-là, ils avaient fait quand même la première ligne. Donc si Red Bull arrive à être au niveau à Sochi, ça va vraiment prouver que la fin de saison risque d'être beaucoup plus indécise que prévu. Et Red Bull sera au niveau à Sochi, parce que si on voit ce qu'ils ont réussi à faire à Monza, qui n'est pas du tout un circuit pour eux, et en fait, au final, alors Red Bull, non, Verstappen, on va dire, parce que Perez, pour le coup, il a été un petit peu absent, était quand même dans... Ah bon, certes, à quelques dixièmes quand même des Mercedes, mais pas loin du tout. Sochi, il y a un peu plus de virages, il y a un peu moins de ligne droite, donc logiquement, je pense que ça va être encore assez touche-touche entre les deux. Ouais. Très difficile cette année de dire quel est le circuit qui va basculer en faveur de l'un ou de l'autre. Ça se joue aussi à l'exploitation des pneus, beaucoup. On peut penser que la gomme renforcée à l'arrière des Pirelli, qui a été apportée à Silverstone, favorise un petit peu plus Mercedes, effectivement, en termes de chauffe des pneus et de tenue des pneumatiques. Donc ça a peut-être rééquilibré un petit peu sans le vouloir le championnat. En tout cas, c'est une des suppositions. Voilà. Et si j'ai pensé aussi pendant l'intervention de Manu
à une chose que n'a pas Mercedes pour l'année prochaine, c'est Adrian Newey. Et Adrian Newey, c'est un des rares ingénieurs qui a travaillé sur l'effet de sol en Formule 1. C'était dans ses toutes premières années. Newey, donc maître de l'aérodynamique, quand même, comme tout le monde le sait, a travaillé sur de l'effet de sol pendant 2 à 3 ans, grosso modo, quand il est arrivé chez Fittipaldi, donc automotive à l'époque. Et donc il a un petit peu la connaissance de l'application de ce phénomène-là qui va conditionner vraiment les performances des F1 de l'année prochaine. Donc c'est un petit atout, voilà. Je sais pas si c'est un gros atout, mais c'est un petit atout supplémentaire de les connaissances. Voilà. Parce que dans ce cas, dans le cerveau, on ne doit pas le payer pour le libérer, quoi. C'est dans le cerveau, c'est acquis. Et puis après, rappelons aussi que c'est pas. Alors oui, Newey parlait effectivement de 82, c'est l'année charnière aussi des jupes. Ce sera pas non plus à ce point-là parce que l'effet de sol est toujours présent, bien sûr, même si ce n'est plus lui qui génère le maximum, la majorité de l'appui. C'est ce que la Formule 1 veut désormais. Mais ce sera à mon avis moins difficile pour les autres ingénieurs de s'y faire avec ce nouveau règlement. Vas-y Manu. Ouais, non, j'allais dire que Newey a toujours été très bon pour les nouvelles réglementations. On se rappelle que 2009, ils arrivent, la Red Bull n'a pas le double diffuseur et pourtant c'est une des meilleures équipes du plateau, une meilleure voiture. 98, c'est l'année où il est chez McLaren, les voies sont moins larges des voitures et l'arrivée des pneus rainurés, c'est lui qui fait une voiture qui pose une seconde à tout le monde. Et il avait travaillé chez Williams à l'époque où pareil, il y avait des changements de réglementation et il était parfaitement capable de les gérer. Donc je pense que là-dessus, c'est clair que c'est un atout que n'a pas Mercedes. Sans dire que le département technique de Mercedes n'est pas bon, puisqu'on a vu en 2017-2014 qu'ils savent faire un changement de réglementation. Mais effectivement, ça peut aider Red Bull à avoir En tout cas, si Newey travaille déjà bien dessus, ce qui est forcément le cas, et s'il a déjà des bonnes idées, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont un peu plus zen sur le fait de se dire on doit absolument passer à 2022, parce qu'eux ont déjà une idée de ce qui est en train d'être fait. Alors, toutes les équipes ont le problème de ne pas savoir ce que fait la concurrence, mais je pense aussi qu'un ingénieur est capable de savoir s'il y a plus à tirer d'un règlement, notamment un ingénieur comme Newey, il doit être capable de dire là, moi je pense que le concept que j'ai pris est le bon et il n'y aura pas d'autre concept qui peut aller plus loin, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que Red Bull n'a pas l'air stressé comme Mercedes par le besoin de changer de projet, enfin de programme. Et j'avais juste une question, une réflexion dans le chat. C'est Ismeva qui dit Mercedes doit gagner ce week-end, sinon c'est foutu pour eux. Mais non, il ne faut pas non plus voir ça comme ça, parce que en fait, il n'y a aucune des deux équipes qui va être la saison ne sera pas pliée avant la fin d'année. Au mieux, ça sera plié à Jeddah parce qu'il y aura un qui sera détaché, etc. Mais il n'y a pas de tendance qui va encore une fois, tu suis la tendance. Après le Paul Ricard, on te dit, bah oui, forcément, c'est Verstappen qui va être champion. Tu suis la tendance après Silverstone, on te dit, bah non, forcément, c'est Hamilton qui va être champion. Et en fait, tu te rends compte que non, il n'y a pas de tendance cette année. Il y a une tendance, c'est que le titre va se jouer entre les deux. Ça, c'est évident. Mais après, non, il n'y a pas la saison ne se pliera pas comme ça du jour au lendemain, 8 courses avant la fin de la saison, quoi. Bien sûr, et on l'espère pas d'ailleurs. Ce serait terrible qu'on ait un champion avant la fin, mais bon, plus on ajoute de courses, plus il y a évidemment de chances que ça se passe. Mais voilà, ça me paraîtrait quand même fou qu'il y en ait un qui plie le titre à 3 courses de la fin. Ça ne reflèterait pas la saison en tout cas très, très clairement. Pour expliquer aussi un petit peu le concept, voilà, il y a des circuits qui fonctionnent pour telle voiture. Par exemple, ce week-end, c'est très simple. Sochi, ça ne sont que des virages lents et à moyenne vitesse. Et encore, moyenne basse. Quand vous avez des virages à 90 degrés partout, tout le temps, voilà, il faut simplement que la voiture ait une bonne rotation. C'est quelque chose où le concept Mercedes fonctionne bien depuis pas mal d'années. Et c'est pour ça qu'il domine à Sochi depuis 2014. Parce qu'en plus, il faut voir la tronche des victoires. C'est pas de justesse. Il y a l'an dernier où c'était pas loin. Mais Lewis Hamilton avait pris 10 secondes de pénalité à cause de ces fameux départs, de ces essais de départ qui n'avaient pas été autorisés. Donc, voilà, mais sinon en général c'était quand même assez important l'avance de Mercedes sur les autres, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que c'est un circuit qui devrait convenir aux Mercedes, mais comme cette saison est extrêmement disputée et indécise, c'est juste, voilà, je pense que les deux voitures sont quasiment au même niveau. Je dirais, outre Monza, peut-être plus, Hamilton parvient à mettre la Mercedes à ce niveau-là, et Verstappen parvient à mettre la Red Bull à ce niveau-là. Les deux, en fait, je pense, peut-être réussissent à mettre leur voiture un peu plus haut que là où elle devrait être. Donc c'est pour ça aussi qu'on assiste à un très joli duel. Maintenant, voilà, on ne peut pas non plus dire facilement qui est meilleur à tel ou tel endroit. Vas-y, Franck. Ouais, il y aura un petit avantage Red Bull quand même du côté du moteur, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir prendre une pénalité à un moment ou à un autre, ce que veut éviter Mercedes pour Hamilton. Ce
qui veut dire que sur les 8 dernières courses, on va pouvoir faire tourner le moteur Honda un peu plus fort sur chacune des courses, sachant qu'au bout d'un moment, on aura un à introduire. Donc, ça veut aussi dire tirer tout le monde vers le haut. Ça veut aussi dire que la Mercedes va aussi devoir sortir les chevaux. Et donc, ça peut aussi jouer la fiabilité, ça peut aussi jouer la stratégie sur quand est-ce qu'on va prendre cette pénalité. Et pour moi, Mercedes ne doit pas essayer absolument d'économiser son moteur parce que c'est là où ils vont se retrouver derrière. Il vaut mieux qu'effectivement essayer de tirer le maximum des moteurs et prendre aussi une pénalité stratégique à un moment ou à un autre. Parce que voilà, ça se voit, mais à Monza, c'était extrêmement net. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les essais libres, mais on voyait tous les pilotes Mercedes plafonner à 308, 310, 312 en ligne droite, en essai libre, avant de lâcher les chevaux pour atteindre les 330, 340 en qualification sprint. Mais pour le coup, c'était extrêmement flagrant sur comment on utilise un moteur en Formule 1 aujourd'hui, comment on ne l'use pas pour rien. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller taper la vitesse maxi au bout de la ligne droite, on sait ce que c'est capable de faire. Là où on travaille, c'est effectivement l'entrée en virage, le virage, et ce genre de choses. Maintenant, moi j'espère que Mercedes va pas jouer effectivement les grippes sous du côté de l'utilisation de leur moteur pour tenter d'éviter la pénalité, parce que pour moi, ce serait un faux calcul. Je pense qu'ils sont obligés d'aller chercher les chevaux, de mettre les chevaux s'ils veulent chercher Red Bull. On sait que les qualifications sont hyper importantes aujourd'hui en Formule 1, donc ça veut dire mettre les chevaux maximum en qualification pour se qualifier devant Max Verstappen. Après, si la course se déroule bien, effectivement, on peut essayer d'économiser un peu le moteur, mais il reste 8 courses quand même. Et sachant que Red Bull doit prendre une pénalité, je pense que Mercedes doit faire aussi en sorte d'exploiter son moteur maximum. Voilà. Je suis assez... Vas-y Manu. Non, je suis assez d'accord avec ça parce que en plus, on est un peu sur un circuit à Sochi où il y a besoin d'une grosse vitesse de pointe parce que les lignes droites sont très longues et il y a besoin d'appui parce que les virages sont serrés. Et on a vu que le dernier circuit qui avait cette configuration-là, qui avait une configuration un peu comme ça exacerbée, c'était Bakou. Et Bakou, Mercedes prenait très cher dans les lignes droites parce qu'ils étaient obligés de mettre beaucoup d'appui pour s'en sortir sur la partie sinueuse. Et si c'est encore le cas aujourd'hui, qu'ils ont la fameuse porte d'armoire à l'arrière dont parlait Christian Horner en décrivant leur aileron arrière, il faut qu'ils mettent plus de puissance moteur pour limiter la casse dans la ligne droite. Donc en fait, je crois que naturellement, ils vont être obligés de ne pas jouer l'économie et de se calquer sur Red Bull en prenant une pénalité à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que Verstappen la prenne ce week-end puisqu'il a déjà 3 places de pénalité sur la grille. Donc peut-être que Red Bull va en profiter en disant voilà, on introduit un nouveau moteur maintenant. Comme ça, on a un pool de 2 moteurs qu'on peut utiliser week-end après week-end et en les poussant à fond jusqu'au bout, quoi. Parce que de toute façon, il y a encore beaucoup de circuits rapides. Abu Dhabi, il y aura besoin de vitesse de pointe. Jeddah, il y aura besoin de vitesse de pointe. Austin aussi. Mexico, n'en parlons pas. Donc, il y a je dirais qu'il n'y a aucun moment où ça semble intéressant d'y aller à l'économie, en fait. J'ai envie de dire que le moment logique, si on regarde la fin de saison pour prendre la pénalité, c'est le Mexique. Oui. Parce que pour remonter, c'est le circuit le plus simple dans la liste de toute façon. Maintenant, le vrai problème, c'est bien de vouloir prendre la pénalité moteur au Mexique, mais il faut encore que le Grand Prix du Mexique ait lieu. Ce qui est un peu compliqué. C'est terrible de se retrouver dans cette situation parce qu'on peut quand même se dire que Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite et le Grand Prix d'avant, que ce soit Bahreïn, Cour ou le Qatar, ou peu importe, bon, ce sera au Moyen-Orient, on peut se dire que ceux-là auront lieu. Ça semble en tout cas bien parti pour, si on en croit même ne serait-ce que l'expérience de l'année dernière. Maintenant, États-Unis, Mexique, Brésil, c'est un peu plus compliqué. Turquie, ça devrait être bon, mais voilà. Après, on rappelle aussi que Liberty Media, pour 2022, et peut-être qu'ils vont mettre en place ce système dès maintenant, mais un nouveau système qui est de dire, écoutez, nous, que ce soit dans des zones rouges, machin, tout ça, nous, on s'en fiche. Maintenant, les équipes prennent leurs dispositions, et ce qui est d'un côté, bon, est tout à fait compréhensible. À un moment donné, voilà, ils ont fait, ils ont pris sur eux, ils ont pris soin pour tout le paddock pour réussir une saison 2020 et une saison 2021, ce qui a été d'ailleurs très bien fait. Maintenant, voilà, il est temps aussi que tout le monde, on a eu plus d'une année pour digérer un petit peu tous les protocoles et pour réussir à comprendre comment faire. Donc maintenant, la Formule 1 semble partie pour dire, écoutez, nous on fait les courses là, si on arrive et qu'on est les seuls à être là, bah tant pis, on agitera un drapeau histoire de dire quelque chose, mais en tout cas, voilà, vous vous déplacez là où on vous envoie. Donc, Germinho qui nous demande, selon vous, le circuit d'Istanbul sera favorable à quelle équipe ? C'est compliqué, sachant que pour l'instant, on l'a toujours pas vu avec un asphalte correct, vu qu'il pleuvait en qualif et en course l'an dernier. Quand même compliqué. Vu la qualité de l'asphalte, je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup mieux cette année non plus. Hein. Oui, même si c'est ça que de toute façon, ça avait l'air de glisser pas mal le vendredi. Il y a quand même des intermédiaires. Donc, ça me paraît compliqué. Hein. Après, Hamilton avait fait une belle masterclass l'an dernier. Alors, c'est pas la même voiture, mais sa course avait été super impressionnante. Verstappen avait eu plus de mal à gérer les pneus. Donc, après, encore une fois, c'est trop différent par rapport à l'an dernier. On peut penser que Mercedes, il sera bien.
Mais encore une fois, ça dépendra beaucoup de beaucoup de facteurs. Donc, à commencer par la météo. Après, on pondère tout cela en vous disant, voilà, une équipe sera bien, une équipe sera pas bien. Techniquement, qu'elle soit bien ou pas, c'est 1, 2, 3, 4 sur la grille. Si tout le monde produit l'effort correctement, je veux dire, on n'est pas en train de vous dire Mercedes sera très loin ou ce genre de choses, ou Red Bull aussi, hein, dans l'autre sens. Et c'est un 10e entre Verstappen et Hamilton au maximum, quoi. Et si ça inverse un peu la tendance, et ben on se retrouvera avec 2 ou 3 centièmes entre les deux. Enfin, dans tous les cas, ça va se jouer à rien. Il nous promet d'autres accrochages, peut-être. Hein. Ah bah là, oui, là, je peux te dire. Certainement, il y a des chances quand même que ça se termine mal. Moi, je vois le départ du Grand Prix des États-Unis à Austin, moi, gros comme une maison, parce que c'était là qu'Hamilton nous faisait sa spéciale avec Rosberg, à l'époque où dans le premier virage, ça poussait gaiement. Là, à mon avis, il pourrait s'en donner à cœur joie aussi. Mais voilà, tous les Grands Prix resteront, à mon avis, très importants. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé avant d'envisager 2022, mais imaginons c'est le Qatar qui prend la place restante. Les équipes vont arriver sans aucune donnée, parce que là, pour le coup, on n'y a jamais roulé au Qatar. Ça, c'est une totale découverte. Et ça a l'air bien parti pour le Qatar. Que même Domenicali a dit qu'une annonce se ferait d'ici. C'était la semaine dernière, d'ici une semaine. Donc peut-être cette semaine, effectivement, on en saura plus sur ce dernier Grand Prix de la saison. Et effectivement, le Qatar a l'air bien parti pour prendre la place. Donc tant mieux. Voilà, encore en plus un circuit tout nouveau pour la Formule 1, pour rajouter un peu de piment pour la fin de saison. Moi, je dis, voilà, avec Jeddah en plus derrière, c'est que demander de plus, quoi. On arrive avec des circuits inconnus des équipes de F1, des réglages à découvrir. C'est à celui qui effectivement travaillera le mieux pour trouver les meilleurs réglages le plus vite possible. Donc, moi je dis, voilà, on a un championnat absolument formidable. Il ne faut louper aucune course, même Sochi. Voilà, même Sochi qui en général est toujours un petit peu difficile, un petit peu ennuyeux. Je suis sûr qu'on verra quelque chose de très intéressant Sochi. Si, au moins du côté de la stratégie, au moins du côté de la performance, des choses comme ça. Je pense qu'on a des choses très intéressantes à vivre sur chacune des courses qui va jalonner la fin de la saison. Donc restez bien au rendez-vous sur toutes les courses, parce que moi je dis qu'on n'est pas au bout de nos surprises et de nos rebondissements. Oh non, clairement, à mon avis, cette saison va encore nous livrer pas mal de choses. Tiens, on parlait circuit Red Bull, circuit Mercedes. Je peux vous dire que le Qatar, à mon avis, Mercedes risque d'être content, parce qu'on vous parlait de Sochi avec ses virages à lente et moyenne vitesse. Le Qatar, c'est pareil. Hein. C'est à peu près la même chose, le Qatar, au niveau virage, avec une très longue ligne droite aussi, donc il pourrait favoriser un peu Red Bull. Ça peut leur faire un petit peu les choses pas mal. Et Louis nous pose une question qui est pas mauvaise, Manu, mais vu que c'en est encore au stade des rumeurs pour le Qatar, est-ce que les équipes ont déjà pu mettre le circuit dans le simulateur et tester sur le simulateur? On peut imaginer qu'ils ont les infos un peu plus en amont que nous, quand même. Après, ils ont sûrement les infos, les tendances à savoir si on va y aller ou non. Et quand on sait le temps que passe Albon dans le simulateur, et probablement chez Mercedes, le simulateur tourne aussi beaucoup, quel que soit le pilote dedans. Je pense qu'ils ont quand même fait des tests en amont, même si ça sert pas, c'est pas non plus grave. Ça fait un nouveau profil de circuit à travailler, ça fait des tests sur la voiture. Je pense que ils doubleront le travail ou ils tripleront le travail dessus à partir du moment où ce sera officiel, mais à mon avis, ils ont au moins prévu le modèle et regardé un peu comment la voiture se comporte dessus. Comme ça, on fera une espèce de travail d'essuyer les plâtres pour, si jamais le Grand Prix se confirme et qu'ils ont un mois de travail dans le simulateur où ils peuvent bosser dessus, entre tout ce qu'il y a à faire en week-end de Grand Prix, pouvoir aller à fond sur l'exploitation de la voiture. Quoi. Manu, pourquoi tu crois qu'ils ont mis Fabio Quartararo dans le simulateur Mercedes? C'est vrai. Pour aller valider le modèle. C'est vrai que ça pourrait avoir servi, ouais. On rappelle aussi que la majorité des simulateurs de Formule 1 sont basés sur une plateforme qui s'appelle Air Factor Pro, et c'est leur boulot d'offrir à leurs clients des bonnes choses. Ils ont déjà le circuit du Qatar de toute façon dans leur bailliage, et ils le mettent à disposition quand ils le veulent. Si ça se trouve, c'est vrai que ça peut être intéressant. Si ça se trouve, peut-être même que des fois ils font 1 ou 2 journées dans le simulateur dédié à un circuit qui n'est absolument pas au calendrier, mais qui un jour pourrait y être, ou juste pour dire au cas où peut-être qu'on va déjà commencer à faire un petit peu d'Igora Drive alors que on ira qu'en 2023 et qui sera reprofilé. Ça peut être un peu ce genre de choses aussi, mais il faudra de toute façon suivre cette fin de saison qui va nous propulser dans une saison 2022 qui, à mon avis, vaudra aussi le coup d'être vécue. Mais c'est le mot que j'ai envie de dire, parce qu'il y avait il y avait une phrase
phrase dans la série The Office qui était « J'adorerais qu'il y ait un moment, qu'il y ait un moyen de savoir qu'on est dans le bon vieux temps avant que ce soit trop tard. » Eh ben, dites-vous qu'on y est, là. Là, je pense qu'il faut prendre conscience que 2021, c'est une saison qui, dans 20 ans, sera vécue comme épique, comme incroyable. Les gens qui regarderont la Formule 1, et on en fera partie, je l'espère en tout cas, mais les gens diront « Oh, mais rendez-vous compte, vous avez vécu 2021, vous avez de la chance. Non, on doit se taper la domination du fils de Raikkonen depuis 5 ans, ça devient insupportable. » Voilà, c'est des trucs... C'est quand même une saison qui est absolument incroyable, et je dis ça principalement pour les nombreuses critiques qu'on peut lire ça et là. De la fille de Raikkonen. Oui, bah les deux de toute façon, hein, ils seront tous les deux dans la même équipe, et puis comme ça, voilà, ils domineront la F1 à 2, et ça sera absolument extraordinaire. Quoi. Ça, c'est vrai que je suis d'accord, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, toutes les courses sont super intéressantes, quelles qu'elles soient. On entend beaucoup de gens dire ah, ça y est, enfin, on voit beaucoup de commentaires de gens qui, au bout du 3e tour, parce qu'il ne s'est rien passé au départ, disent ah, ça y est, c'est la purge, on va s'ennuyer, tout ça. Non, en fait, je veux dire, à Monza, au 3e tour, on ne pensait pas que ça finirait par un doublé des McLaren et un accrochage entre les deux principaux candidats au titre. Donc, il faut arrêter de vouloir des dépassements et des rebondissements tout le temps, tout le long de la course. Ça n'arrive pas en F1. Mais par contre, c'est évident que le spectacle est au rendez-vous sur le côté stratégique. La course de Barcelone ou du Paul Ricard ont été des courses super intéressantes parce que l'aspect stratégique est rentré vraiment de la même manière à chaque fois en compte et a donné une course super intéressante avec un final qui était inattendu et en tout cas hyper intense. Donc il faut bien se rendre compte que oui, chaque course cette année offre quelque chose à offrir. Je dirais que presque le moins intéressant, c'était le Portugal ou Monaco. Et c'est arrivé que, moi, je peux en citer que 2 comme ça sur les 14. Donc, il y a vraiment pas, il faut vraiment prendre conscience qu'on est en train de vivre, après pas mal de saisons un peu difficiles sur cette ère hybride, on est en train de vivre une saison vraiment absolument folle au niveau, à tous les niveaux, quoi. J'ai mis 3 secondes à me dire, il y a eu Monaco cette année. Oui, il y a eu Monaco, oui. Ouais, puis il y a l'image de Lance Stroll qui m'est arrivée en tête, et donc oui, il y avait bien Monaco, il n'y avait pas de souci, il y avait bien Monaco. Merci Alex qui s'abonnait d'ailleurs dans le chat, merci beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que la saison est absolument exceptionnelle, on ne peut que souhaiter que ce soit aussi bien l'année prochaine. Après, on rappelle, hein, ça c'est toujours première année de nouveaux règlements, préparez-vous à des trucs pas top, hein, vraiment, préparez-vous à une équipe qui domine, à des pneus en bois, tout ça, hein, mais il faut essuyer les plâtres. Pour la suite. Une hiérarchie qui va évoluer aussi, parce que finalement, les équipes vont beaucoup progresser. Et on se rappelle en 2009, par exemple, où Brown a attaqué la saison avec un doublé et une seconde d'avance sur tout le monde à Melbourne, mais où ils ont fini la saison en manque de budget avec Red Bull qui revenait et Ferrari et McLaren qui les avaient dépassés. Donc, c'est sûr que ça promet d'être très différent cette année. On n'aura pas un peloton aussi serré. Il y aura, je pense, des gros écarts entre les premiers et les derniers, mais la saison risque d'évoluer de manière différente, en fait. Donc, ça peut être aussi intéressant. Puis, il y aura l'aspect forcément découverte de tout nouveau règlement qui va être assez fascinant, je pense. Ouais. Et en plus, pour répondre en plus à la question, la lutte pour le titre leur coûtera-t-elle cher, ça pourra surtout favoriser Ferrari et Alpine, qui sont à fond sur 2022 aussi. Et voilà, c'est à ne pas pouvoir se projeter autant que possible sur 2022. Avec d'autres équipes qui sont, elles, à fond sur 2022 depuis presque un an maintenant, hein, on va dire, hein, depuis que les règlements sont connus depuis le 1er janvier. Quoi qu'il arrive, ça leur coûtera cher quand même, parce qu'ils vont revoir arriver en retour d'autres équipes derrière eux. Donc ça sera peut-être pas si autant une purge que ça, Michael, tu vois. Donc je pense qu'on peut avoir des surprises de ce côté-là. C'est ma nature pessimiste comme ça. Je m'attends toujours au pire, comme ça je suis toujours content. Je serais là à dire elle est super cette saison, il n'y a que 10e, je suis content. Moi, je m'attends à bien pire. Non, mais par contre, c'est vrai que si Mercedes et Red Bull sont encore dans le sommet de la hiérarchie, l'an prochain, alors ça montrera aussi qu'ils ont des gens d'extrême qualité dans leurs équipes. C'est à mon avis plutôt ça, parce que c'est vrai que c'est souvent aussi le cas quand quand il y a une domination, les gens s'en plaignent et disent mais c'est un scandale, en blâmant l'équipe qui domine plutôt que les autres qui font pas le travail. Enfin, à un moment donné, c'est aussi à saluer la capacité de tous ces gens à développer des idées comme ça et à faire des choses, à mon avis, de grande qualité. Donc c'est aussi très important, évidemment. C'est important d'avoir des bonnes personnes au bon rôle. D'ailleurs, en parlant de bonnes personnes au bon rôle, peut-être qu'Aston Martin a fait ça avec Martin Whitmarsh qui rejoint l'équipe dans un rôle qui va être un petit peu de supervision globale. Ça peut être intéressant pour eux. Très clairement, je voulais bien qu'on en parle quelques instants avant de parler de ce Grand Prix de Russie, mais c'est vrai que, Martin Whitmarsh, voilà, si on reste sur le très récent, très factuel, ça n'a pas été top quand il était team principal chez McLaren,
Mais quand il était à l'échelon en dessous de Ron Dennis, où c'était plus de la gestion vraiment de personnel, il a quand même fait du très bon travail. Donc c'est peut-être une bonne chose, Franck, pour Aston de se restructurer comme ça. Oui, alors après, je suis un petit peu étonné par ce recrutement-là. J'avoue qu'il est sorti un petit peu de nulle part. Surtout qu'il Ça, était un petit peu sur d'autres projets. Voilà, je pense que là, pour le coup, dans le genre transfert inattendu en Formule 1, on a un bel exemple aujourd'hui. Voilà, après, effectivement, Aston Martin est une équipe qui grandit. Voilà, il y a quand même 150 à 200 personnes en plus qui arrivent dans l'équipe sur les 2 ans. Donc, effectivement, il y a une dimension ressources humaines qui, pour eux, évolue, mais dans le bon sens. Voilà. Alors que toutes les grandes équipes ont dû réduire la voilure en termes de personnel, eux ont encore la capacité de grandir parce qu'ils étaient loin d'être au budget, ils étaient hyper efficaces, hyper efficients aussi. Donc voilà, des gens qui ont managé des grandes équipes, c'est important pour eux. Voilà. Safnauer, il n'a pas forcément cette expérience-là aussi derrière, donc avoir un appui derrière, on peut sentir que Laurent Stroll s'est dit peut-être que Otmar Safnauer avait besoin aussi d'avoir quelqu'un d'expérience sur lequel s'appuyer sur la gestion, peut-être sur le plus global effectivement de l'équipe, pour que voilà, Otmar Safnauer puisse rester un petit peu plus sur la partie Formule 1, la partie équipe. Voilà, il y a une nouvelle usine qui arrive, il y a quand même beaucoup de choses qui avancent de manière très forte chez Aston Martin. Lawrence Stroll, c'est pas du tout le genre de type à abdiquer. Il a commencé à investir de l'argent et il compte bien le faire fructifier. Donc voilà, il met je sais pas si c'est la bonne personne au bon rôle, mais en tout cas une personne qui a été très compétente dans le passé à ce rôle-là. Voilà, le McLaren Technology Center, c'était quand même une usine avec plusieurs milliers de personnes dédiées à la Formule 1, mais aussi voilà, à d'autres projets, plus les voitures de route aussi. Donc voilà, il a cette connaissance des grandes structures que personne n'a encore chez Aston Martin avec Racing Point. Donc au final, en y réfléchissant, c'est un recrutement qui me paraît logique. Voilà. Manu? Ouais, moi je pense que Laurent Stroll, il a bien vu que le schéma de mettre un directeur d'équipe qui est vraiment exclusivement sur la direction des opérations sur les circuits, et de mettre quelqu'un au-dessus, ça fonctionne. C'est ce qu'ils n'avaient pas chez Aston Martin. On voit que c'est une organisation qui fonctionne chez McLaren, avec Zak Brown qui chapeaute vraiment l'équipe. Bon, lui, il chapeaute encore plus large, puisqu'il chapeaute aussi le côté IndyCar, etc. Mais voilà, il a vraiment une vision plus large des opérations. Et Seidel, qui est exclusivement tourné vers l'équipe F1, qui en plus peut compter sur Andrea Stella pour lui vraiment gérer les opérations. Chez Williams, on voit que Yas Capito, bon, maintenant est tout seul à gérer le truc, mais ils ont commencé aussi par ce côté avec un directeur qui était un peu plus au-dessus et qui gérait un peu l'ensemble de la restructuration. Chez Alpine, c'est aussi le format qu'ils ont maintenant. Et au final, je pense que Laurent Stroll s'est rendu compte que Otmar Szafnauer n'avait pas forcément les épaules pour tout gérer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas les épaules pour être team principal. Mais effectivement, je pense que Aston Martin grandit et c'est devenu trop pour Szafnauer. Et c'est devenu pas assez en termes de management pour leurs ambitions. Et je pense que c'est ce qui coûte cher à Ferrari aussi. Ils se reposent que sur Binotto et c'est un tort absolu. Il n'y a pas d'échelon différent, ça pose problème. On voit que ça a déjà posé problème dans le passé. Et je pense que Aston Martin a des ambitions et veut réussir à gérer sa nouvelle usine, à gérer son développement. Je crois qu'ils veulent aussi ne plus être dépendants de Mercedes. Donc forcément, ils veulent vraiment que leur développement soit meilleur. Et je pense que Laurent Stroll a bien compris que quand on fait un monstre tentaculaire comme ça, il faut que chaque bras soit articulé. Donc là-dessus, ça me paraît pas déconnant. Et surtout le recrutement de Whitmarsh, effectivement, je pense qu'il était très bon à ce poste chez McLaren. Il avait vraiment, comme tu dis, la gestion du McLaren Technology Center qui était vraiment ce qu'il aimait faire. Ça n'a pas bien fonctionné quand il était team principal. Je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas. Ça a bien fonctionné rapidement au début, mais ça s'est vite effondré et ils n'ont pas fait le bon changement à ce moment-là. Mais quand il avait ce rôle de vrai exécutif au-dessus de l'organisation, ça fonctionnait bien. Donc moi, je pense que c'est un recrutement intéressant à voir comment ça va se matérialiser dans les faits, parce que de toute façon, c'est un nouveau département qui crée de performance technologie, donc il va falloir aussi le mettre en place. Mais ouais, aussi surprenant qu'intéressant, je pense. Je pense honnêtement que c'est vraiment son rôle de bras droit chez McLaren, parce qu'il était donc CEO et était directeur exécutif de McLaren à partir de 2004, et il a été managing director à l'époque.
Mais il était à côté dans les... Ron Dennis, en fait, il prenait les balles dans la presse. C'est un petit peu ça, lui. C'était un peu l'élément, Oui. je ne vais pas dire plus médiatique parce qu'il gère évidemment l'équipe de course, mais il pouvait... Voilà, Whitmarsh faisait vraiment le travail de l'ombre et je pense que c'est quelque chose qui lui convenait et c'est ce qu'il va pouvoir refaire ici dans cette équipe, puisque voilà, c'est toujours Zafnauer qui va pouvoir nous faire des déclarations dithyrambiques sur Lance Stroll et tout ce genre de choses, mais au moins Whitmarsh n'aura pas besoin de gérer aussi toute la pression médiatique parce que c'était peut-être ça qui lui posait problème. Je trouve il était dans cette époque, vous vous souvenez, avec également Dominique Ali chez Ferrari, c'était cette époque où les bras droits des grands dirigeants de cette époque étaient devenus team principal et il manquait toujours quelque chose dans leur manière de gérer en tout cas les troupes publiquement. C'est vrai que ça manquait d'un petit peu de poigne et peut-être que voilà, c'était effectivement le cas et qu'ils sont mieux dans des rôles plus à l'ombre, on va dire, même si désormais Stefano Domenicali gère tout simplement la Formule 1, donc comme quoi ça s'est quand même très bien terminé pour lui, bien entendu. Bon, on va vous parler bien sûr de ce Grand Prix de Russie qui va avoir lieu ce week-end du côté de Sochi dans le parc olympique. Bon, bah écoutez, c'est bien, au moins on réinvestit les infrastructures. Plus que 2 Grands Prix à Sochi, puisque normalement la Formule 1 va à Igora Drive. Je mets normalement parce qu'on sait que voilà, je sais pas, la Formule 1 a toujours cette tendance quand elle annonce très longtemps à l'avance des changements, ça se produit pas ou ça change de plan ou voilà, des trucs un petit peu qui partent à volo. Rappelez-vous qu'on était censé faire le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone depuis 10 piges. Non, Silverstone, à Donington, pardon, depuis 10 ans et que c'est toujours pas le cas. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter. Bon, il nous dit d'abord, il va pleuvoir ou pas ce week-end à Sochi. Mais je ne suis pas Louis Baudin. Cessez, s'il vous plaît. On ne sait pas s'il va pleuvoir. Il pourrait pleuvoir. C'est pas terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le déluge depuis approximativement 8 semaines, je crois. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et là, aujourd'hui, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur Twitter, j'en ai vu tout à l'heure, c'est le déluge absolu. Et le circuit est à moitié inondé. Donc il faut espérer même qu'il va moins pleuvoir que ça ce week-end. Qu'on se retrouve pas avec un deuxième Spa-Francorchamps. Mais la présence de la pluie est indiquée quasiment de manière sûre à Sochi. Je suis en train de revérifier, mais en tout cas, pour le week-end, je crois que vendredi, samedi, c'est sûr. Et dimanche, c'est averse, mais voilà, c'est ça. Légère pluie dimanche, pluie samedi et pluie l'après-midi vendredi. Donc, c'est vrai que je regarde mon application, je vois samedi, chance de pluie 100%. Bon, on risque de se retrouver dedans. Là. Y a pas de... et rien qu'avec ça, on rebat totalement toutes les cartes de circuit Mercedes. Quoi. Absolument. Exactement. Ouais, donc circuit Russell, maintenant, on va dire. Alors après, le bon côté, peut-être, effectivement, c'est que Sochi n'a pas de raidillon, n'a pas ce genre de choses qui ferait qu'on serait peut-être un peu plus calme. Mais le souci, c'est que Sochi, c'est quand même un endroit où il y a pas mal de murs proches de la piste. Et je ne dis pas ça d'un point de vue sécurité en tant que tel, mais je pense notamment à la longue ligne droite qui fait droite-gauche. La pluie reste là, en fait, parce que l'eau stagnante est soulevée par les voitures, mais elle vient s'écraser un peu contre les murs et les rails. Donc peut-être que ça pourrait, au niveau de la visibilité, devenir un peu compliqué. On sait que c'est évidemment ça qui a aussi. Mettre des bateaux contre les rails. Bah oui, donc ça peut être compliqué toute cette affaire. Donc je sais pas. Moi je me dis à voir quand même. N'espérez pas trop de pluie. Moi maintenant, Spa m'a complètement refroidi sur les chances de pluie sur un Grand Prix. J'ai plus envie qu'il pleuve jusqu'à la fin de saison parce que ça peut être assez compliqué. Bon après, c'est un asphalte qui est quand même en très très bon état. Sochi, c'est un billard, il n'y a pas de souci là-dessus. Espérons que ce ne soit pas trop un billard et que l'évacuation de l'eau soit bonne. Bref, il risque quand même de pleuvoir. Est-ce qu'on a déjà eu des séances sous la pluie en Formule 1 à Sochi? Je me pose la question. Des séances, je crois. Courses, on avait eu. Les courses, non, ouais. Je crois qu'on a eu que des séances libres. Il me semble qu'il y a un vendredi où il avait plu, mais c'est tout. C'est assez léger en plus, il me semble. Donc, ouais. Ça n'a rien à voir effectivement avec le déluge qu'il y a eu sur ces derniers jours en Russie. Alors bon, la tempête entre guillemets d'eau qu'on s'est pris nous sur l'Europe il y a une semaine grosso modo sur la France et d'autres pays en train de s'évacuer un peu par là-bas, par la Russie. Pour espérer effectivement qu'il y ait moins d'eau que ce qu'on a pu voir là sur les images. C'est vraiment là, c'est clair que vous n'imaginez même pas une seconde mettre une Formule 1 en piste, ne serait-ce que pour faire 1 mètre. Voilà, la journée est annulée directement. Et voilà, on pourrait se retrouver avec quelque chose de très marrant avec des qualifications reportées au dimanche matin. Une course dans la foulée l'après-midi, si effectivement le temps va un petit peu mieux le dimanche. Il faut s'attendre effectivement à des perturbations de ce côté-là. Maintenant,
Je suis pas météorologue, voilà, comme Michael, j'ai pas de boule de cristal non plus. Ça peut bouger encore un petit peu, mais bon. Il y a quand même des très très grosses masses nuageuses qui font que le week-end devrait être largement perturbé. Ouais, effectivement, de grandes chances. Ah, la tête du virage 3 sous la pluie, avec des trajectoires qui seront certains à l'intérieur, d'autres à l'extérieur, d'autres en dehors de la piste, ça risque d'être quelque chose, à mon avis, cette affaire. Ça pourrait être assez sympathique. Wait and see, on va voir déjà comment vont se passer les essais du vendredi, les qualifs du samedi, si elles ne sont pas reportées. Et puis voilà, je pense que là, il faut y aller pas à pas, mais c'est vrai que ça me mettrait encore un petit peu de sel dans cette lutte pour le titre. Bien sûr, comme si elle en avait vraiment besoin, cette lutte d'être encore perturbée, on va dire. Mais écoutez, moi, c'est pas forcément pour nous déplaire. On rappelle que Max Verstappen est actuellement en tête du championnat du monde de Formule 1 avec 226 points et demi. Il possède 5 points d'avance sur Lewis Hamilton. Bah tiens, c'est bien ça. Si on fait un Grand Prix de moins de 75% dimanche, ça va peut-être corriger des demi-points, on va en rajouter d'autres. Donc voilà, il faudra voir un peu ce que ça a donné, mais on pourra corriger le tout. Valtteri Bottas est évidemment 3e au classement des constructeurs. C'est Mercedes avec 362 points et demi devant Red Bull avec 344 points et demi. Donc ça, c'est évidemment pour l'instant tout ce qui est niveau classement pour ce week-end. Moi, je vois que celui-là, il ne faut pas oublier, on a F2 F3. Non, on a juste la F2 ce week-end. Non, la F3, ils ont décalé leur Ah oui, pardon. Ils finissent la saison ce week-end parce qu'ils peuvent pas. C'était à Austin, ils veulent pas aller à Austin. Donc, effectivement, on a un programme très chargé ce week-end. Ouais. Le programme va être sympa à suivre, bien sûr, sur les antennes notamment du groupe Canal ou sur F1 TV. C'est globalement les deux possibilités qu'on a en France pour suivre la Formule 1. C'est déjà pas mal d'en avoir deux, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, il va falloir surveiller la pluie de très près. Mais imaginons dans un monde idéal, dimanche, ils mettent un dôme sur le circuit ou je sais pas, ils font quelque chose et il ne pleut pas. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois, Manu, toi, pour ce week-end? S'il pleut pas, moi je veux bien une victoire ou en tout cas une très belle perf de Bottas qui me semble de nouveau assez pleine capacité et qui a toujours été excellent à Sochi. On rappelle qu'il a quand même failli gagner en 2018, il a gagné en 2017, 2018 c'est la consigne et 2020 il gagne encore. Donc c'est un pilote qui est toujours au rendez-vous à Sochi et là avec ce qu'il a montré à Monza et sachant que lui maintenant a son pool de moteur avec un autre moteur en plus, je pense que effectivement, il y a la possibilité que ça aille bien pour lui. Après, ça, c'est dans le cas d'une course sur le sec où il pourrait vraiment aider Hamilton plus que Perez et Verstappen, je pense. Donc, je verrais un avantage Mercedes presque plus là-dessus que sur la voiture elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'ils auraient, eux, quasiment de manière sûre, leurs deux pilotes. Red Bull, ça va être compliqué parce que Verstappen a au moins sa pénalité de 3 places, sinon plus. Et Perez, ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin de saison. Donc, en ça, je verrais une... Comment ? Non, je laisse finir. Non, alors ça je verrais plus Mercedes. Après, s'il pleut, honnêtement, c'est trop compliqué à dire. Il y aura trop de rebondissements et c'est pas impossible qu'on ait une victoire de AlphaTauri ou McLaren Ferrari ou même d'Aston Martin, quoi. Donc, on sait jamais. Ou de Nikita Mazepin sous l'impulsion de Vladimir Poutine. Mais sans hymne russe, du coup. C'est vrai. Peut-être Fernando Alonso. Effectivement. Toi, Franck, ce week-end, tu vois comment? Non, alors moi, Bottas, effectivement, je le vois aussi en favori en termes de performance pure, mais si Bottas finit premier, ça veut dire qu'Hamilton ne finit pas deuxième. Soyons clairs que si Hamilton est deuxième, il gagnera, puisque les consignes seront très très claires. Non, effectivement, voilà, Mercedes, si le temps n'est pas trop mauvais, si on a enfin un week-end, on ne peut pas imaginer que tous les week-ends soient non plus la foire en qualification, donc si on a vraiment quelque chose de correct en termes de grille de départ, que Mercedes assure son rang, ils sont quand même logiquement en mesure d'aller le remporter. Et pour eux qui n'ont pas gagné un Grand Prix en 10 courses, je crois, ou c'est ça la statistique, c'est quand même assez fort, il serait quand même temps de revenir à un week-end un peu plus normal en termes de résultats. Après, effectivement, Verstappen pénalisé de 3 places, peut-être plus s'il change de moteur. Bon, Perez, lui, il a sa pénalité de 5 places tout le temps à tous les Grands Prix, puisque de toute façon, il finit toujours plus 5 places derrière. Pénalité naturelle. Voilà, c'est pour moi, c'est si le Grand Prix peut se dérouler normalement, modulo la météo, Mercedes doit s'imposer sur ce circuit-là, quoi. Et Hamilton devant Bottas. Alors peut-être que Bottas sera devant en piste et que Hamilton devra passer grâce à une consigne. Et je pense que Bottas le fera bien sentir parce que je vous rappelle quand même qu'il est éjecté de Mercedes entre guillemets. Il était obligé un petit peu d'aller voir ailleurs, même s'il est très content officiellement d'aller chez Alfa Romeo pour un projet pluriannuel.
il laissera pas passer Hamilton tranquillement, quoi. Ça sera bien marqué, ça sera peut-être en milieu de course, ça sera peut-être en fin de course, au dernier tour, enfin bref. Remember Barrichello 2. Voilà, on arrive sur ce genre de choses-là. Après, voilà, pour moi mon pronostic aussi, c'est le pronostic entre guillemets logique, parce que sinon, dès qu'il y a le moindre pépin qui arrive dans cette saison, on peut partir sur des scénarios complètement dingues, comme la Hongrie, voilà, même si à Monza on avait quand même vu McLaren tous les trois, on avait quand même plutôt mis une pièce sur McLaren aussi. Voilà, si effectivement la météo s'en mêle, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà. Mais si le Grand Prix se déroule dans des conditions plutôt normales, Mercedes doit gagner. Et courage d'ores et déjà, tiens, pour ce week-end, aux jeunes loups de la F3 qui vont devoir faire une course à 8h35 samedi, heure locale. Mon Dieu, ça va être tôt cette affaire, 7h35 en France. Autant vous dire que je ne la regarderai pas, hein, je m'excuse pour en faire tous les pilotes de F3 et tous les amateurs de F3, je ne serai pas devant mon petit écran à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'approximativement 9h10, il y en a 3 qui vont devoir boire du mousseux, c'est ça ? Ouais, exactement, à 9h20 le podium à peu près, ça va être un grand moment, hein, ça va être terrible. En plus, il doit y avoir pléthore de pilotes assez, comment dire, qui sont mineurs ou pas loin, ça va être bien. Ils vont être bien avec du mousseux Ferrari à 9h20, c'est un bon réveil ça. Très clairement. À l'inverse, la F2, ils font leur deuxième course à 16h45, c'est un peu tout ce système. Et c'est vrai que là, il faut caser 6 courses de formule de promotion. La course de F1, les qualifs de F1, tout ça, ça va commencer à devenir compliqué. On va pas se le cacher, évidemment, il y aura des courses de F2 ou de F3 qui sauteront si jamais le samedi est extrêmement pluvieux comme c'est prévu. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Et je voulais quand même faire un petit mot, parce que je vais parler de Mazepin un petit peu en rigolant. Voilà, c'est qu'on risque quand même d'avoir une annonce ce week-end donc, chez As. Voilà, on n'avait pas parlé. C'est que voilà, on arrive sur le Grand Prix de Russie. Mazepin donc, devrait être confirmé donc, chez As F1 sans surprise pour l'année prochaine, avec Mick Schumacher aussi, je pense, à ses côtés. Donc, des cheveux blancs en plus pour Steiner pour une saison de plus. Voilà, donc ça va être le héros le héros local. Moi, je serais quand même très attentif de voir le public, comment il soutient effectivement ce pilote-là, si effectivement il y a une certaine affection ou attraction pour lui ou pas. Ce serait intéressant de le voir. Voilà, est-ce que Vladimir Poutine a dû payer du public pour le soutenir ou pas? Est-ce qu'il y aura une armée orange? On verra. Voilà. Je suis désolé, Michael, tu vas te faire sucrer ta chaîne par les agents du KGB. Voilà. Mais, ils vont venir chez moi. Ils vont venir chez toi surtout. Moi, je les attends. Après, comme le dit Swans, le public sera ravi dans les tribunes vides. C'est vrai que Sochi, c'est pas non plus un grand succès populaire, puis alors avec la pluie ça risque d'être plus compliqué, mais c'est vrai que Mazepin, j'ai un peu de mal aussi à jauger de sa popularité à domicile. Dis-nous, Manu. Ouais, non, l'an dernier ils avaient la jauge à moitié, ils avaient rempli, ils étaient à 30 000 places, donc 30 000 personnes, hein, donc non, il y a quand même du monde qui se déplace pour la F1, et je pense que Mazepin peut être une vraie attraction pour eux. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du monde qui soutienne et que As fasse un record de vente de merchandising sur le week-end. Par contre, reste à voir lui comment il supportera cette pression, parce que Verstappen l'a dit, c'est une pression à part. Hamilton a toujours dit que son public serait derrière lui, mais du coup il le sent quand il est à Silverstone. Lui, ça c'est des pilotes qui arrivent à en tirer quelque chose de positif, mais aussi ça peut faire un peu chape de plomb pour un pilote qui se sent un peu submergé. Donc à voir si Mazepin va en tirer quelque chose pour aller chercher justement peut-être la perf qui lui manque aussi, montrer que quand il est vraiment un soutien, il est là, ou au contraire s'effondrer. Ouais, et autant te dire que si Mick Schumacher le bat à domicile ou est devant en course et que l'autre est juste derrière, ça risque d'être très très chaud. Je vous le garantis. Mick Schumacher, il est très à l'aise aussi à Sochi. Hein. Il connaît bien le circuit. Oui, ils ont tous les deux roulé en F2, hein, bien sûr, sur cette piste. Alors, moi, je me posais une question. Je reste sur mon problème météorologique et sur le coup, il va pleuvoir, ça va être terrible. Mais je me dis, parce que les courses de F2 et F3, est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'en mettre une du samedi au moins, puisqu'il y a quand même 4 courses le samedi, techniquement, sur ces deux catégories. On peut pas en mettre une après le Grand Prix le dimanche? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement de la F1 qui fait que la Formule 1 doit terminer le week-end? C'est une question que je me suis posée. Je crois pas qu'il y ait de règlement là-dessus. Hein. A priori non. Maintenant, la F1 est censée être le point d'orgue. Voilà, le Grand Prix est censé être le point d'orgue du week-end, le dimanche. Donc ça pourrait être un bon moyen pour effectivement retenir le public un peu plus, pour éviter que le public ne parte tous en masse au drapeau à damier et provoquer des embouteillages sur des circuits qui sont plus adaptés, voilà, à accueillir 140 000 personnes.
ce serait un bon stratagème, ou le concert, voilà, le concert du samedi soir ou le concert du dimanche soir, comme on le voit sur certains circuits comme Silverstone ou Austin. Non, pour moi, c'est aussi le moyen de se garder une marge. Si, voilà, on voit très bien, si le Grand Prix ne peut pas démarrer à l'heure pour une raison X ou Y, c'est la F1 qui a la priorité. Donc, programmer une course de F2 derrière la F1, ça veut dire potentiellement, déjà avant même que le Grand Prix commence, qu'il y a une possibilité qu'elle saute, quelle que soit la météo ou autre chose. Donc, je trouve que ce serait pas forcément très très cool pour les courses de support. Oui, enfin, là, je parle dans le domaine ici, hein, comme c'est parce que c'est effectivement aux États-Unis, c'est parfois le cas où on a des courses dans la NASCAR qui a 3 divisions, un peu comme F1, F2 et 3, et des fois ils mettent la course de la deuxième division après la course de Cup pour dire voilà, écoutez, nous, il a plu, on n'a pas pu faire la course, on la cale où on peut. Donc effectivement, je sais pas trop où ça pourrait, comment ça pourrait se faire ici pour ces courses-là qui risquent fort de sauter. Et bon, c'est pas simple aussi pour les pilotes, hein, bien sûr, à gérer. Ouais. Et le problème aussi, c'est que la F1 doit impacter tout le matériel. C'est ça. C'est ça. Donc ils montent tous les camions montent sur la piste pour aller chercher les containers et compagnie. Donc et ça aussi, ça ralentit. Alors sur un week-end, il y a 15 jours de délai, il n'y a pas trop de soucis. Sur un week-end, il n'y a qu'une semaine de délai entre deux courses. Voilà, vous les voyez en train de faire les pactages avant même que la course se termine, quoi. Donc Florence nous dit ils peuvent retarder le Grand Prix. Alors, ce serait terrible. Imagine, ils refont le système dimanche. T'es là, t'as 14h, t'as une ta télé, il y a de la F3. Ah, va y avoir de la désillusion dans l'air quand même. Hein. Ça va être. Alors, ils diront des voitures bleues, ils diront que c'est des Alpines, certes, mais quand même, ça va être un peu compliqué. Oui, car on vous le rappelle, c'est important. On enlève une heure sur le programme de tout le week-end. Le Grand Prix et les qualifs, donc samedi et dimanche, c'est à 14h. Puisqu'il y a une heure de décalage avec Sochi. Donc ça c'est aussi important évidemment et à garder à l'esprit. N'allumez pas votre télé dimanche à 15h, vous aurez déjà raté une belle partie du Grand Prix. Manu. Alors, le souci c'est que la F3 joue son titre aussi, c'est la fin de saison pour eux, donc ça va être compliqué de faire sauter une course et je pense qu'ils vont essayer de ne pas faire sauter de course en F2 non plus. Donc effectivement peut-être aussi un peu modifier les protocoles et pas laisser autant de temps entre les courses. Au bout d'un moment, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur un week-end de Grand Prix, mais il y a aussi beaucoup de temps mort. Peut-être qu'ils peuvent enchaîner un peu plus vite. Peut-être que le vendredi, s'ils voient que la météo est très bonne et que le lendemain, ils annoncent une mauvaise météo, glisser une course en plus. Et puis comme ça, pouvoir, de manière à justement se mettre une marge de manœuvre pour le samedi. Et le samedi, profiter des éclaircies pour, s'il y en a, pour caser des trucs. C'est pas impossible qu'on voit les premières nouvelle réaction en réponse au fiasco de Spa, en fait, parce que finalement, est-ce que là, ça va pas être le test grandeur nature de dire oui, là, on est sur un moment où il faut avancer l'heure du Grand Prix, on est sur un moment où il faut avancer une course, où il faut reculer, il y aura de vraies décisions similaires à celles qu'ils auraient pu prendre à Spa qui vont être à prendre ce week-end si la météo reste comme elle est prévue pour l'instant, ce qui semble être le cas, parce que encore une fois, le peu d'images qu'on a, c'est le paddock de Sochi qui est à moitié inondé et les pilotes de F2 ont l'air de dire la même chose, donc je pense que la F1 va devoir directement mettre en application ce qu'elle a appris à Spa et ça va être un jeu dangereux, mais là ils n'ont pas le choix parce que de toute façon on a effectivement 6 courses de support qui notamment pour la F3 me semble impossible à enlever et pour la F2 je pense que si la F3 regarde ses courses, la F2 va vouloir regarder ses courses aussi et puis c'est le package, Bruno Michel je pense pas qu'il ait envie que le package saute d'une manière ou d'une autre, donc ça risque d'être assez compliqué à gérer et je pense qu'il va falloir qu'ils soient très réactifs et qu'ils sortent un peu de leurs choses très programmées à l'avance et qu'on ne touche pas, quoi. Tu parlais, Manu, effectivement, des temps morts sur les week-ends. Sachez que ce week-end, on a donc le timing serré. Il y a 40 minutes entre chaque séance. C'est on ne s'en rend pas forcément compte, ce qui est énorme. Sur un meeting de sport auto, je peux vous dire que les petits meetings, c'est des trucs où ça commence à 9h le matin, ça finit à 18h, il y a 4 minutes entre chaque séance. Les autres, ils rentrent dans le parc fermé, les autres sont déjà partis pour faire la course, ça va à toute vitesse. Et ici, on a justement ce luxe, pouvoir y aller tranquillement, avoir 40 minutes à chaque fois, mais donc il va peut-être falloir réfléchir, parce que techniquement, on est d'accord, messieurs, que les réponses à Spa peuvent être apportées dès ce week-end et pas attendre 2022. C'était maintenant dans le règlement. C'est ça. Et en plus, qui dit pluie dit possible drapeau rouge, dit possible barrière de sécurité à refaire. Donc, veut dire aussi autant de retard possible dans le timing. Donc, c'est quelque chose de fou qui peut arriver. Effectivement, l'enseignement de Spa aussi, c'est que les commissaires sportifs de la FIA, on l'a appris, ont la possibilité d'avancer le Grand Prix. S'ils le décident. On pensait que c'était pas possible. Personne ne l'a jamais évoqué. Mais si la météo effectivement s'annonce
extrêmement perturbé, les commissaires sportifs de la F1 peuvent décider d'avancer lors du Grand Prix. Ce qui veut dire que voilà, il faut trouver un moyen de prévenir aussi tout le monde, les fans sur place et surtout aussi devant la télé, que lors du Grand Prix peut être avancé. Donc voilà. Après, c'est pas le dimanche qu'on attend le plus de pluie. C'est plutôt le vendredi et le samedi qui risque d'être perturbé, quoi. Après, on rappelle, l'avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Hein. Je peux vous dire que avancer lors d'un Grand Prix il y a 15 ans, ça aurait été compliqué, parce que les gens n'auraient pas forcément été au courant. Là, je parle vraiment des gens devant leur télé, parce que c'est vrai que ceux sur place, en général, arrivent tôt le matin, donc c'est vrai qu'on arrive rarement 20 minutes avant le départ pour repartir juste après. Mais aujourd'hui, voilà, si jamais il y a un problème, dans les 3 secondes, tout le monde tweet un peu partout, et puis tout le monde est au courant du changement. Après, Sébastien Vettel. C'est ça, je ne tweet pas. Après, la F1 a quand même devrait peut-être communiquer là-dessus dès le début du week-end. Voilà, on s'attend à un week-end compliqué. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux et à suivre ce qui va se passer parce qu'il y a possibilité qu'on change les horaires des séances. Et plus que jamais, les horaires sont à titre indicatif, mais pas du tout sûrs. Donc, ils devraient communiquer plus. Ça a été ce qui leur a été beaucoup reproché à Spa. Et chaque week-end, ils font des petites modifications du règlement. On voit toujours les textes publiés avec des points en violet pour montrer les changements. Et là, ça peut être une occasion de publier un texte et puis de mettre l'accent dessus en termes de com, en disant voilà, là, c'est un horaire, on peut changer l'horaire de la course, y compris l'avancée, que les gens se tiennent prêts, entre guillemets. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, il y a le repas du dimanche, etc. Mais se dire voilà, peut-être que dès 11h, on peut avoir une course de F1 au pied levé parce que on aura décidé de sauver la F1 avant tout si jamais il y a des averses qui sont prévues. Et le samedi, pareil, que la qualif soit avancée s'il y a une éclaircie qui est prévue entre midi et 2. Alors, c'est vrai que ça enlève les 2 heures entre L3 et qualif, mais bon, encore une fois, il faut savoir réagir aussi quand il y a des changements. Donc, mais en tout cas, je pense que la FIA et la F1 vont devoir communiquer à mort là-dessus s'ils voient des perturbations arriver et pas au dernier moment, quoi. On rappelle qu'on peut aussi mettre les qualifications le dimanche matin. On peut les débuter le samedi, les terminer le dimanche. Ça, c'est aussi vu à plusieurs reprises. Donc voilà, tout est assez flexible. Puis je regarde par exemple le timing du dimanche. Voilà, il y a effectivement 2 courses, F3, F2, mais il y a 2h35 entre l'arrivée de la F2 et le début de la F1. Même si c'est pour dire, voilà, il n'y aura pas forcément de parade des pilotes, il n'y aura pas forcément ceci, pas forcément cela. Si c'est pour avoir 1 heure de F1 en plus le matin, je pense que les spectateurs dans les tribunes s'en contenteront largement et trouveront ça plutôt sympathique. Ils trouveront qu'ils s'en sortent bien au niveau deal. Mais... C'est là qu'on se dit dommage qu'ils aient pas basculé ce Grand Prix de nuit comme ils voulaient le faire à un moment, mettre des projecteurs le long de la piste, parce que là du coup ça nous aurait donné vraiment une souplesse incroyable sur ce Grand Prix, en imaginant des courses et des qualifications ou de jour ou de nuit ou à l'aube, puisqu'on parle effectivement des courses à 8h du mat, voilà, ou au crépuscule. Ça aurait pu être effectivement très intéressant aussi de pouvoir avoir cette variété de situations. Donc, ça aurait été extraordinaire quand même. Le seul truc intéressant de ce circuit, c'est que ça passe dans les installations olympiques et ils vont dire non, on va le faire de nuit, comme ça vous les voyez plus. On va les éclairer à la lueur de la flamme olympique. Voilà, ils se débrouilleront avec ça. Ça aurait été assez spécial, mais du coup, évidemment, ça ne sera pas mis en application puisque c'est du côté de Saint-Pétersbourg qu'on aura le Grand Prix en 2023. C'est vrai que je regarde les prévisions, ça a l'air en plus, samedi, ça a l'air de pleuvoir à verse, quoi. C'est-à-dire que je vois de la pluie en continu de 7h du matin à 23h, il n'y a que ça, il ne fait que pleuvoir. Le dimanche, c'est des averses qui devraient en plus ne pas être très élevées en intensité. Donc effectivement, on pourrait s'en sortir avec une journée du dimanche qui serait, ma foi, bien chargée, mais aussi bien sympathique. Bon courage pour Next Gen, évidemment, si vous devez vous lever tôt le matin pour les qualifs. Moi, je serai là à simplement regarder. Écoute, ce sera pas pire que les qualifs du Grand Prix Japon 2019 à 1h du matin. Ça, c'était... C'est ça. Australie 2013 aussi. Ouais. Australie 2013. Où là, il fallait quand même être là à minuit pour 35 minutes à peu près, parce qu'il y avait seulement Q2, Q3, et après, il fallait être là 6 heures plus tard pour le Grand Prix. C'était sportif, cette affaire, très clairement. Bryce Developer qui dit bientôt dans le cahier des charges de chaque circuit, il y aura une obligation d'éclairage. Au Qatar, ils ont des projecteurs. Le Manu aussi, il a des projecteurs. Exactement. Il les prêtera, on les mettra un petit peu, 2-3 Moi, je les mettrais pour rester éveillé, moi, ça me... si jamais ça se lève trop tôt. Sinon, on a qu'à mettre autour des casques, on peut mettre des lampes torches. On met une lampe de spéléo et puis voilà, ça roule. Caméra infrarouge. Vision nocturne. Les pilotes qui auront sur leur écran, ils auront tout et puis voilà, on se débrouille maintenant. On roule comme Vision ça. nocturne, radar, attends, c'est des professionnels, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils s'adaptent.
C'est bon, hein, à un moment donné, ils sont censés pouvoir rouler dans toutes les conditions, on nous a dit. Bah voilà, toutes les conditions, même quand on voit rien. Allez, faites-le. Voilà. Débrouillez-vous maintenant si vous êtes les meilleurs pilotes du monde, comme ils disent. En tout cas, bah, on a quand même hâte de voir ce que ça a donné, ce Grand Prix de Russie. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises, et c'est vrai que sur un circuit qui est totalement nouveau sous la pluie pour tout le monde, je pense qu'il y a de quoi avoir des choses spéciales, et voilà, peut-être que c'est l'opportunité pour des équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver devant, pour AlphaTauri, pour Alpine de nouveau, pour Ferrari, pour McLaren. Bon, Alfa Romeo fera 12 et 13 comme d'habitude, mais ça c'est... Maintenant que c'est dit, alors là on va fêter le dernier podium de Kimi Raikkonen en Formule 1 ce week-end de manière exceptionnelle évidemment, mais en tout cas voilà, on a bien hâte de voir, ce sera ce week-end, et ce sera à suivre évidemment sur Next Gen Auto. On en parlera aussi jeudi sur cette chaîne dans le Racing Café bien sûr, et on en reparlera dimanche. Alors c'est prévu à 16h30 du coup le débrief du Grand Prix sur cette chaîne. Maintenant voilà, hein, c'est comme la F1, moi je m'adapte, il n'y a pas de souci, ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard, on verra, en tout cas ce sera dans la foulée de la course. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Franck pour ce très bon... Merci Michael. Très bon Grand Prix d'avant Grand Prix. Et puis on se retrouve évidemment nous mardi prochain pour débriefer ce Grand Prix de Russie à Sochi, et voilà, vous dire un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour la suite de la saison. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir été là, on se retrouve très vite. Ciao ciao. Merci beaucoup, ciao.